Bonjour à tous, nous sommes à nouveau en direct pour une nouvelle émission Face à Face. J'avais envie de faire une émission sur le New Age et surtout sur les thérapeutes du New Age, pas sur ceux qui, comme les Raéliens, attendent leur sauveur moyennant finance depuis plus de 60 ans. Ils auraient mieux fait de mettre l'argent sur leur banque plutôt que de les donner à ces escrocs. Mais bon, c'est pas le but. On va parler plutôt des thérapies. Suite à mon émission sur les vaccins avec Antoine, eh ben, c'est vrai que moi je m'intéresse depuis très longtemps aux médecines alternatives. Et dans ces médecines alternatives, il y a du très très beau, mais il y a aussi de sacrés charlatans. Alors je me dis, comment faire pour vous y retrouver là-dedans? Et pour m'accompagner dans cette émission Face à Face, qui de mieux que ma chère amie Amel, car elle a une très très grande expérience dans le domaine. Bonjour Amel. Bonjour Silvano, bonjour tout le monde. Voilà. Alors pour vous donner juste un petit exemple, vous avez, par exemple ici en Alsace, un petit livre, Vita Alsace, c'est un trimestriel. Il y en a plein des comme ça. Donc les thérapeutes, s'ils veulent donner un petit peu de sous pour faire de la publicité, ben, ils s'inscrivent là-dedans et c'est distribué gratuitement dans plein de magasins de bien-être, de magasins bio. Il y a 50 pages dans ce livre-là. Je vais juste un petit peu les parcourir pour savoir, pour que vous sachiez de quoi on parle. Alors, nous avons l'acupuncture, aromathérapie, art du toucher, bien-être, massage, bien-être. Alors, chaque fois, vous voyez, c'est des petits encarts avec le nom de la personne. Ici, vous avez une publicité pour un week-end ressourçant, d'accord, à 90 € l'atelier. Voilà. L'alliance du guérisseur et du yoga. Vous avez art-thérapie, astrologie. Vous avez quelqu'un qui vend des limaçants, des saunas infrarouges. Bien-être de l'animal. Le Shi Night Song, alors c'est des massages taoïstes chinois du ventre. Pratique chamanique. Là, vous avez une pub d'un organisme qui dit « Nos formations bien-être pour devenir thérapeute énergéticien ». Formation complète en 9 modules. La voie du thérapeute, acquérir les bons réflexes pour prendre soin de sa vitalité, s'ouvrir aux énergies qui nous entourent, comment bien développer son activité de thérapeute. Coaching spirituel, communication non violente, conseil conjugal, thérapeute familial, coaching de vie, naturopathe, conseil en fleurs de bac et autres élixirs, constellation familiale, Dien Shan, je ne sais pas ce que c'est, yoga kundalini. Ici, vous avez que des gens qui font de la pub pour faire des stages avec, si vous y allez à 2, c'est moins cher qu'à 1, sur le tantra. EFT, libération des émotions par acupressure. Énergéticien, thérapie énergétique, alors là, vous en avez tout plein. La tradition thérapeutique essénienne et égyptienne. Et donc, si vous souhaitez apprendre les thérapies esséniennes et égyptiennes, vous pouvez vous inscrire en stage. Esthétique énergétique, coupe de cheveux énergétique, Faster EFT, je ne sais pas ce que c'est, Feng Shui, habitat et santé, harmonisation globale. Ensuite, venez voyager au cœur de vos énergies avec une certaine Marie-Jésus. Hypnothérapie, soin de l'âme, du corps et de l'esprit. Séjour détox jeune, yoga détox, bon, ça va. Iridologie, irrigation du côlon. Kinésiologie. Lithothérapie, magnétiseur, magnétothérapie, mandala, dessin sacré, centré, neuropédagogie. Médecine traditionnelle chinoise. Mémoire cellulaire. Méthode hors long. Naturopathie. Neuropédagogie, numérologie, nutrition,
odobiologie, ostéopathie, photodora, pranathérapie, praticien chamanique et rites ancestraux, psychothérapie, thérapie psychocorporelle, psychothérapie, thérapie relationnelle, psychogénéalogie, Qigong, réflexion de panthère, Reiki. Alors là, ça me fait rire, parce que, comme disait Émeric dans la dernière émission, pour 2000 €, tu peux devenir maître universel Reiki. Relation d'aide, développement personnel, respiration consciente, shiatsu, sophrologie, tai chi chuan, thérapie quantique, thérapie corporelle, yoga. Et ce n'est que l'Alsace, ce n'est qu'un ouvrage. Évidemment, tout le monde ne paye pas. Il y en a bien plus. Il y a 50 pages là-dedans, donc je ne sais pas. Donc, si vous mettez ça dans toute la France, vous mettez ensuite l'Italie, l'Allemagne et tous les pays du monde, je pense qu'il y a des millions maintenant de thérapeutes à travers le monde. Comment on s'y retrouve, Amel? Alors, la question, elle est vaste parce que, bon, je te dirais en un mot le discernement et puis, surtout, quand tu veux choisir un thérapeute, tu dois prendre le temps de regarder son profil. Tu dois regarder son parcours. Est-ce que c'est un thérapeute qui surfe sur la mode, tu vois? Parce qu'un thérapeute qui, tous les 1 an ou 2 ans, change de formation en passant de ça à ça, puis là, puis revient ici, etc., ça n'a pas d'intérêt. Un thérapeute doit avoir un parcours structuré. C'est-à-dire que par rapport au travail qu'il propose, il ne doit pas être sur le fil de la mode, mais il doit être sur son fil conducteur de travail. Tu vois, je te donne un exemple. Si tu as un thérapeute qui a 20 thérapies, c'est comme si tu vas dans un restaurant et que tu as 20 spécialités de 20 pays différents. Je suis désolée, mais ça ne ressemble plus à rien à un moment donné. Il faut que le mot-clé, c'est la cohérence. Le thérapeute qui débarque du jour au lendemain dans le paysage thérapeutique en affirmant qu'il a 20 ans d'expérience, sous prétexte qu'en fait, c'est un profil, comme je dis, deuxième vie. Alors, un profil deuxième vie, qu'est-ce que c'est? Tu en as souvent dans le New Age. C'est un thérapeute qui, avant d'être thérapeute, était commercial, directeur, était dans le marketing. Donc, forcément, c'est quelqu'un qui a les connaissances de la communication et qui, arrivant à 40, 45 ans, dans la phase de maintenant, je vais passer tous les échelons de la société traditionnelle, je vis un burn-out personnel et je décide de me lancer dans autre chose, donc un changement de vie. En soi, c'est pas méchant. Je suis tout à fait consciente qu'une personne peut changer de vie. Sauf que si cette personne va, entre guillemets, mentir sur son CV sous prétexte qu'il a l'âge qui le porte, c'est-à-dire il a une bonne tête de 45 ans, 50 ans, et qu'il te dit, moi, ça fait 20 ans que je fais de la thérapie, alors que je peux te certifier qu'il y a 20 ans, c'était absolument pas connu dans le monde du bien-être. 15 ans en arrière, c'était pas connu non plus, etc. Et là, c'est pas cohérent parce que tu peux pas. Je vais te donner un exemple concret. Moi, j'ai rencontré un homme qui avait 20 ans chez SFR en tant que commercial chez SFR. Donc, il avait un statut au bout de 20 ans d'expérience. Enfin, je dis SFR, je ne sais plus ce que c'était France Télécom ou Orange. Enfin bon, tu as compris, dans la téléphonie. Et ce monsieur avait 20 ans d'expérience dans le commercial. Un jour, il a rencontré mon mari et mon mari l'a initié à la conscience des crânes de cristaux. Parce que il s'est intéressé. Alors, Émeric lui a transmis un crâne. Et Émeric, comme c'est quelqu'un, comme tu le sais, qui ne le fait pas dans une dynamique d'abord de vente, mais vraiment de transmission, c'est pour ça que ça te fait bien sourire. À Émeric, pour te le faire simple, avait acheté un crâne 150 €, petit, tout petit. Il lui avait vendu 200 €. Donc, tu vois un peu l'aspect commercial d'Émeric. Et il lui a dit, bon, je te le transmets parce que je sens que tu en as besoin. Ce monsieur, rappelle-toi, à ce moment-là, était toujours commercial dans cette structure téléphonique. Émeric a eu la mauvaise surprise de passer devant un magasin 2 semaines après, de voir en vitrine le crâne qu'il avait transmis 2 semaines avant, affiché prix de vente 2500 €. D'accord? Donc, rappelle-toi, le crâne a vendu 200 €. Le type fort de café, il avait mis à la vente dans un magasin 2500 €. Ça te fait rire, mais c'est une réalité du New Age. Donc, il y a les gens comme nous et puis il y a les autres. Tu vois, on n'est pas les seuls. Je peux te faire une liste de thérapeutes bienveillants. J'en connais quelques-uns en France et à l'étranger et qui ont une vraie éthique et une vraie déontologie. Si je te transmets quelque chose, c'est pas pour qu'après tu ailles le vendre en faisant entre guillemets, même plus qu'une marge, parce que 200 € revendus 2005, waouh, faut oser, faut sacrément oser. Ça, c'est ce qui.
Alors toi, justement, Amel, parce que j'ai dit en introduction que tu avais beaucoup d'expérience. Bon, déjà, toi, tu n'es pas tout à fait un petit peu comme les autres, parce que tu es né avec des dons certains, hein, que chacun peut aller voir sur place d'une façon très simple. Et ensuite, tu as fait plein de choses quoi, à partir de tes 18 ans. Qu'est-ce que tu peux un petit peu, raconte-nous un petit peu tout ce que tu as fait. D'accord. Alors, pour faire simple, bon, pour des raisons qui me concernent et qui me sont personnelles, à 18 ans, j'ai réalisé que j'avais besoin de suivre une thérapie. Parce qu'il y avait des blessures en moi que je ne pouvais pas, même si j'ai mes dons, hein, cordonnier mal chaussé, tu connais la règle. Donc, j'ai cherché un thérapeute, ou plutôt une thérapeute. Donc, j'ai commencé, comme tout le monde, hein, par le parcours de la psychologue. Et la psychologue m'a gentiment dit, mais si vous avez été battu, c'est parce que vous le méritiez. Ouais, tu vois un peu, ça fait plaisir. Et comme j'ai un franc-parler, du haut de mes 18 ans, je lui ai dit, écoutez, si vous vous retrouvez aujourd'hui dans cette situation, c'est que vous êtes pleine de frustration et que vous devez peut-être commencer par les régler. Voilà, ben ouais, qu'est-ce que tu veux que je dise à part ça? Donc de là, je suis sortie du parcours psychologique. Je me suis dit, bon, Amel, tu vas aller voir un psychiatre. Tu vois, soyons cohérents. Et je suis allée voir un psychiatre qui était assez extraordinaire, qui d'ailleurs, je dirais, s'il regarde l'émission, je le salue parce que je pense qu'il est vraiment très ouvert spirituellement. Et je suis venue pour lui raconter mon histoire. Et la première chose qu'il me dit, c'est, mais vous n'avez pas un parcours de névrosé. Vous avez un parcours où vous allez aider les gens. Alors moi, je ne peux rien faire pour vous parce que je suis dans le carcan des cachets. Donc, il faut que vous vous orientez vers une thérapie qui va vous correspondre. Et on a discuté pendant la consultation à trouver, s'il te plaît, la thérapie qui pourrait me parler. Après, il m'a raconté sa vie. Ensuite, il m'a parlé qu'il était branché lithothérapie. Donc, tu vois un peu. Et de là, il m'a expliqué qu'il quittait la région parisienne, là où il était situé, pour aller vivre en Corse. Et ce monsieur m'a ouvert la porte sur un aspect qui était assez intéressant. Je me suis dit, bon, il m'a orienté vers des thérapies. OK. Je vais faire une méditation et je vais demander à rencontrer le thérapeute dont j'ai besoin. Et effectivement, c'est là où l'aspect de mes dons interagissent parce que je me suis promenée sur Plan Paris, j'ai sonné dans un immeuble où il n'y avait pas de panneau thérapeute, j'insiste à le dire. Je suis montée au 2e étage, j'ai sonné à une porte, une femme m'a ouverte et je lui ai dit, vous êtes la thérapeute qui va m'accompagner. Alors elle m'a regardée, elle m'a dit, écoutez, moi je fonctionne que par bouche à oreille, qui vous a orienté? Et je lui ai dit, c'est mes anges, mes guides, appelez ça comme vous voulez. Alors elle m'a dit, entrez, j'ai une consultation qui vient de s'annuler, je vais vous recevoir maintenant. Et cette femme, en fait, est psychogénéalogiste. Et si tu veux, comme par rapport à mes dons, j'ai l'aptitude de lire la matrice et finalement, comme je te l'ai expliqué, d'être une espèce de Sherlock Holmes, c'était rigolo parce que la psychogénéalogie, c'est exactement ça. C'est enquêter dans les mémoires de la vie de la personne et dans sa généalogie pour trouver où est-ce qu'il y a des problématiques. Suite à ça, je me suis formée à la kinésiologie parce que la kinésiologie, c'est au-delà du mental, l'écoute du corps, la mémoire du corps émotionnel. Comme tu le sais, le cerveau n'est pas que dans la tête, on a plusieurs cerveaux. Et la kinésiologie permet d'aller au-delà des mots. Donc ça, c'est la deuxième étape de ma vie. Ensuite, la rencontre que j'ai faite a été avec la naturopathie. Parce que la naturopathie est une science qui est extraordinaire, qui contient, on va dire, beaucoup de spécialités. On n'en dénombre pas moins de 600, tu imagines. Aymeric est naturopathe, mon mari, mais il s'est formé, il s'est tourné vers la musique, tu vois, par la naturopathie. Moi, je me suis tournée vers l'aromathérapie. Parce que, encore une fois, on parle toujours du mot-clé, la mémoire. Pourquoi? Parce que la transgénérationnelle, c'est la mémoire familiale. La kinésiologie, c'est la mémoire du corps. Dans la naturopathie, même si y a beaucoup de choses qui m'ont intéressée et qui m'ont passionnée. Ce qui me passionnait, c'était l'iridologie, mais il faut s'équiper d'une machine qui coûte une sacrée somme. Hein. Donc, j'avais pas à ce moment-là cette réalité financière pour m'orienter vers ça. Et donc, je me suis concentrée sur l'aromathérapie où c'est la mémoire olfactive. Tu vois. Donc ça, je dirais, c'est mon parcours. Et avant de commencer à accompagner les gens, je travaillais sur moi. C'est-à-dire que tant que je n'étais pas en mesure de pouvoir proposer quelque chose à quelqu'un, quand je sentais ma limite, j'avais pas honte de dire à quelqu'un, écoutez, là, je peux pas vous accompagner, mais à mon sens, mon intuition me dit que telle thérapie vous irait bien, telle thérapie vous accompagnerait au mieux, etc., etc. Et donc, j'ai structuré en fait mon parcours sur mes dons que j'ai renforcés avec des connaissances et des aptitudes. Et donc, à partir de là,
Et Tu avais 18 ans, maintenant tu n'as plus 18 ans, hein, même si tu es toute jeune, tu as de l'expérience. J'en ai 37. Et voilà, tu as 3 jolies petites filles magnifiques. Et donc, du coup, c'est à partir de là que tu as commencé à faire plein de salons. C'est ça. Et à partir de là, bah, effectivement, hein, quand tu commences à rentrer dans le monde de la thérapie, tu t'intéresses au salon de bien-être, tu t'intéresses au festival. Je me suis orientée aussi vers les mantras tibétains. Quand il y avait des réunions, tu sais, où en fait, on faisait des chants sacrés tibétains pour guérir des aspects en soi. Je me suis orientée à la philosophie indienne en suivant un stage de musicothérapie indienne. Donc, tu vois, j'ai eu aussi mon parcours de recherche, hein, et je continue d'ailleurs. Et en fait, c'est là où j'ai vu des choses assez stupéfiantes dans les salons. Parce que les salons, je les ai vécus de 2 manières. Je les ai vécus en tant que personne visiteur, comme on dit, et je les ai vécus en tant que participant exposant. Parce que j'exposais pour faire découvrir aussi les thérapies que je proposais, tu vois, au fur et à mesure. Et là, j'ai découvert des choses assez stupéfiantes. C'est-à-dire qu'avant qu'un salon n'ouvre, les thérapeutes sont entre guillemets entre eux. Les thérapeutes, ceux qui vendent du bien-être, ceux qui vendent les savons, ceux qui vendent les bougies au pire, enfin tout ce qu'on peut trouver dans un salon de bien-être. Et ce qui m'a stupéfait, si tu veux, c'est les 2 espaces-temps entre le lever de rideau, hein, et l'envers du décor. C'est-à-dire comment le thérapeute se comporte quand il n'y a pas le client potentiel en face et comment il est quand le client potentiel n'est pas là. Vas-y, raconte, ça m'intéresse. Ah, ça t'intéresse. Ah oui, mais il n'y a pas que toi que ça intéresse. Ben écoute, pour certains, j'ai vu des rituels divers et variés. Bon, on peut dire des gris-gris, hein. Des gens qui t'encensaient à tout va leur stand. Alors c'est une chose qui m'avait stupéfaite. C'était un jour un monsieur, mais ça je te l'avais raconté, hein, qui avait pris son encensoir pour encenser tout son stand, hein, en disant très fortement et distinctement: j'encense mon stand pour que l'argent ne vienne que vers moi. Alors que, ben, comme tu le sais, l'encens c'est de la fumée, hein, et c'est comme Tchernobyl, ça s'est pas arrêté à la frontière de la France. Qu'il penserait vraiment qu'il y a un barrage. Donc, si tu veux, moi, je les regardais faire et je me disais, mais c'est quoi ce délire, quoi? Donc, j'ai rien dit parce que, bon, je n'allais pas rentrer en guerre avec lui. Mais ce qui m'a assez marqué, c'est que ce monsieur se positionnait comme le spécialiste des encens avec une extraordinaire expérience remontant limite à la nuit des temps. Et quand je me suis amusée à regarder dans Infogreffe, parce que moi j'aime bien regarder, chercher, hein, et puis que j'ai regardé sur différents sites, ben, ce monsieur ne s'était installé comme thérapeute que depuis 1 an et demi. Alors qu'il vendait, parce qu'il avait le bon visage de la cinquantaine, qu'il avait une expérience dans les encens depuis 30 ans. Ce monsieur, par exemple, était dans le milieu sportif avant, d'accord? Donc, j'ai rien contre les sportifs. Mais quand tu passes d'un parcours de 20 ans d'expérience dans le sport, hein, par exemple, hein, et qu'après, tu te positionnes comme le spécialiste de l'encens ou des onctions ou de je ne sais quoi, alors qu'en vrai, c'est un mensonge, ça me met, si tu veux, les cellules en vrille dans le sens, mais c'est pas possible. Les gens, ils vont se réveiller, ils vont arrêter de gober des bêtises pareilles. Quand ce même monsieur, par exemple, va te parler du respect du couple, alors que tu sais que dans sa vie personnelle, c'est juste un homme qui profite des stages pour avoir des relations extra-conjugales et que sa femme, elle est en souffrance absolue, mais parce que la mode, entre guillemets, New Age, c'est nous sommes dans l'ère des couples sacrés, donc arrête, c'est un fake total. Ça, tu vois, ça, c'est un non-sens pour moi. Quand une femme va faire croire que, en fait, elle est devenue, on va dire, respectueuse du spirituel parce que avant elle était obèse et que grâce au spirituel, elle a perdu 50 kilos ou je ne sais quoi, alors que tu découvres qu'en fait, c'est une ancienne coach sportive et que c'est une fan de fitness, tu as envie de dire, oh, réveillez-vous. Quand elle met des photos d'elle où tu vois vraiment que c'est juste pas possible que ce soit elle avant et elle après, parce que la mâchoire est carrée et là, la mâchoire, elle est un peu, tu sais, comme ça. Bon, ça s'appelle chirurgie esthétique. Parce qu'une mâchoire carrée, même si tu maigris, l'os, il est carré, hein, il ne va pas s'affiner. La chair s'affine, je te l'accorde, les muscles, mais pas l'os. Et quand les gens sont prêts à croire à des inepties pareilles, ben moi, ça me heurte.
Parce que quand tu vois, par exemple, une personne qui va devenir la référence du moment, alors qu'elle débarque totalement comme un cheveu sur la soupe, parce qu'elle a ce que j'appelle une intelligence corporelle, hein, je pense que les hommes, ça va les faire rire, mais c'est vrai, c'est stop, quoi. Et tu veux dire qu'elle est intelligence corporelle, tu veux dire qu'elle est sexy, quoi, c'est ça? C'est ça, c'est ça, c'est ça, t'as tout compris. C'est quand tu prends une espèce d'Adriana Carambeu qui débarque là, comme ça, avec un sourire, avec une posture, inclinaison du visage à 30 degrés, voix posée et à moitié éthérée, robe blanche évanescente pour faire descendre comme si c'était une épurée ou que sais-je encore, et qu'elle se positionne comme coach de vie, alors que cette femme en question n'a aucun, et ça, je mets au défi qui que ce soit de me déposer son CV et la copie de ses diplômes, elle n'a suivi aucun parcours thérapeutique. Elle ne fait que calquer les modes, que reprendre le verbe de tous les autres qui sont honnêtes et intègres. Et ça me met hors de moi. Pourquoi? Parce que j'ai un souci d'intégrité. Parce que la thérapie, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Quand les personnes sont en recherche de thérapie, le postulat de départ, c'est qu'elles sont en souffrance, c'est qu'elles se posent des questions et qu'elles espèrent avoir en face d'elles un professionnel. Quand tu vas voir un médecin, tu t'attends pas à tomber sur un charlatan qui a, entre guillemets, passé son CV parce qu'il a téléchargé fausdiplôme.com. Tu vois, les sites là qui te font des faux certificats. Tu t'attends à avoir affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle. L'ennui, c'est que ces gens-là, c'est comment te dire, c'est une jolie vitrine. Mais derrière, il n'y a rien. Et donc, si les gens vous disent, mais comment je fais pour savoir? Ben, vous réfléchissez aussi. Il y a 2 ans, 3 ans en arrière, cette femme, elle débarque. Par exemple, prenons celle-là. Elle débarque. Elle n'a pas de parcours. Elle casse les autres. Mais en vertu de quoi? Quelle est ta légitimité? Comment tu peux parler de l'hypnose? Je parle pas comment tu peux parler de l'hypnose alors que tu connais rien? Comment tu peux parler du couple alors que tu n'as pas d'accompagnement thérapeutique à cet effet? Qu'est-ce que tu as fait comme parcours? Quelle est ton histoire? Non pas personnelle, mais thérapeutique. Mais c'est très simple, je vais te le dire. Elle est jeune, elle est belle, elle est sexy et elle a aujourd'hui la grâce de Web TV, hein, qui sont certainement pas comme Face à Face où on étudie avant les parcours des gens et surtout les effets induits chez les personnes qui sont allées les voir. Et donc, ben voilà, après, tu as toujours cette fameuse... les gens sont perdus, hein, faut être honnête, moi aussi, hein, je reçois beaucoup de messages, il y a beaucoup de gens perdus. Et là, ils sont prêts à aller partout pour trouver des solutions. Et quand c'est jeune et joli et sexy, que ça raconte un discours qui tient la route, hein, le discours qui tient la route, et bien les gens oublient effectivement, comme tu dis, de gratter, d'aller chercher. Pourtant, la même puissance néfaste d'Internet via ces web radios, via ces web TV, qui mettent pour avoir des clics sur YouTube n'importe qui en interview, cette même puissance permettra à ces personnes de faire des recherches assez aisément, quoi, assez facilement, comme tu le dis, quoi. Moi, quand je me suis intéressé à cette personne que tu cites et que j'ai cru comprendre qui c'était, allez, en 10 minutes, c'était fait, quoi. C'était fait. Vous cliquez son nom, mettez Orax à côté et vous allez avoir des centaines d'articles. Tu mets juste photos et tu les trouves, hein, parce que les fameuses photos dont tu m'as parlé, je les ai trouvées comme ça. Hein. Google, le nom, le prénom connu, et tu verras que tu trouves des choses assez marrantes et tu la retrouves dans des forums de musculation. Alors, pour une ancienne obèse qui a émergé grâce à la spiritualité et que son essence divine l'a traversée, oh, un peu de sérieux. Ouais. Je suis une femme, je suis une observatrice. Bon, une ancienne obèse, quand ça passe de ça à ça, bon, sans peau qui, tu sais, les photos de peau, tu vois la peau, bon, la peau, ça s'étire, mais ça laisse des séquelles. Sans vergeture, sans marque, sans quoi que ce soit, il y a un souci. Quand tu passes sur les photos d'une peau de blanche irlandaise à une blonde californienne, bon, là, il y a un souci parce que la peau ne se transforme pas quand bien même tu te spiritualises. Là, c'est soit tu vas dans les espèces de trucs à bronzage, soit tout simplement la photo est bidon. Voilà. Le problème, il est, à la limite, chacun fait ce qu'il veut, hein, chacun livre, mais le problème, c'est qu'elle entraîne des gens. C'est ça qui et là, elle détruit des gens.
faut être conscient de ça, mais pas que elle, évidemment. On va pas parler que de celle-là. On va en parler plein d'autres. Ils détruisent les gens parce qu'effectivement, quand tu n'as pas d'expérience dans le domaine et que tu commences à avoir, à vouloir soigner des gens de différents mots, hein, surtout les mots psychologiques, hein, j'allais dire plus que de santé. Parce qu'à la santé, bon, bah, je sais pas, moi, si tu as une maladie et puis que 3 mois après, tu l'as toujours, tu commences à te mettre dans la tête qu'il va falloir changer de crèmerie. Mais surtout dans la psychologie, et puis surtout, les gens sont ruinés. On va dire qu'il y a une ruine soit financière, il peut y avoir une ruine au niveau santé, parce que certains proposent aussi des thérapies avec des plantes, et les plantes, c'est des huiles essentielles, c'est tout sauf complètement anodin, hein, ça a des effets vrais. Donc, premier renseignement que Amel vous livre, faites une enquête sur la personne, sur son passé, c'est facilement faisable. Allez, raconte-nous, qu'est-ce que tu as encore vu dans ces salons? Ah bah écoute, hein, on pourrait en parler pendant 6 heures, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein. Alors, on va le faire. Bon, alors si tu veux, pourquoi je t'ai parlé de cette femme, entre guillemets, parce qu'elle représente ce que j'appelle le calqué de l'occidental. C'est-à-dire que on va avoir une image, hein, et on va vendre du rêve. Ça, c'est ce qu'elle représente dans le monde du New Age. On va dire facette, ceux qui vendent du rêve. C'est-à-dire derrière, il n'y a rien. Parce que au-delà des mots, qu'est-ce qu'elle peut accompagner? Comment elle peut accompagner? Quels sont ses outils? Posez-lui juste cette question. Si cette personne vous répond que ça la traverse et qu'elle n'a que des dons, les dons, ça, comment dire, les dons, on les a tous. Mais à côté de ça, il faut avoir une assise faite de connaissances et de savoir thérapeutique, et personne ne déroge aux formations. Les formations faites par des vraies personnes sont des formations qui vous accompagnent, qui vous donnent des clés thérapeutiques. Voilà, ça c'est important. L'enquête et se renseigner sur vraiment les connaissances thérapeutiques de la personne. Deuxième, oui, quand même un petit bémol, néanmoins, que ça l'a traversé, parce que ça, je l'ai entendu 1000 fois, hein, je ne l'ai pas entendu qu'une fois. Une personne, comme tu dis, vend des téléphones, et puis ça l'a traversé, et il s'est mis à devenir thérapeute. J'aime pas trop ça. Je sais, mais c'est pour ça que je te dis que les gens doivent être vigilants. Quand ils entendent cette phrase-là, ils ne la prennent pas pour acquis. Mets-toi à la place de la personne fragile. Elle voit en face d'elle une personne charismatique, parce qu'ils sont charismatiques, hein, ils ne sont pas du tout éteints, ces gens-là. Et ces gens-là leur disent, écoutez, je vous affirme que moi, je vais vous accompagner là où vous avez besoin d'aller. Ok, question suivante, quels sont tes outils? Tu vois, il faut que les outils soient concrets. Ce ne soit pas uniquement… Alors, encore, bon, je dirais là, j'étais pas dans ce rythme de raconter l'histoire comme ça, mais c'est pas grave. C'est comme si tu parlais des fameux thérapeutes qui te parlent de « Oui, alors maintenant, je vais vous faire de la thérapie des enfants du nouveau monde, de la nouvelle terre, du nouveau machin, de la nouvelle planète et tutti quanti. » Ok, c'est sympathique dans les mots, mais concrètement, je suis dans ce corps de chair et de sang, je suis dans ma réalité d'aujourd'hui, j'ai conscience qu'il existe plusieurs réalités au-delà de cette réalité, mais par rapport à ce que je vis aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? Et effectivement, il existe un bon nombre incroyable de thérapies. Tu as cité plein de thérapies dans le petit fascicule. Bon, j'ai souri à plein d'endroits. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes ces thérapies sont des thérapies qui sont vraies, qui sont des thérapies pour certaines qui existent depuis 5000 ans. Bien sûr. Tu vois, ce sont des thérapies qui ont fait leurs preuves. À côté de ça, effectivement, il y a les fakes, les fausses thérapies, celles qui n'ont aucun sens, qui n'amènent nulle part et qui en fait n'amènent qu'à une seule chose, c'est à vider le compte en banque des personnes en désœuvrement. Au mieux, ça leur vide le compte en banque, au pire, ça leur détruit leur vie. Moi, j'ai vu des personnes qui ont perdu leurs finances, qui ont perdu leur travail, qui ont perdu leur société, qui ont perdu leur femme ou leur mari, qui ont fini en hôpital psychiatrique, qui ont fait des tentatives de suicide. Comme tu l'as dit, quand c'est juste le physique, on te donne des petits trucs, tu vois que ça marche pas, tu changes, parce que c'est concret. Quand ça touche à la psyché, c'est un autre monde. Et il faut être extrêmement vigilant. Parce que, faut pas rentrer dans la parano et se dire non, on va voir que les psychiatres. Les psychiatres, il y a des bons psychiatres, parce que j'en connais, qui sont extraordinaires, qui intègrent dans leur thérapie même le son, tu sais. Un monsieur extraordinaire qui a conscience que la thérapie Qigong et tout ça sont extraordinaires et apportent beaucoup de choses, qui a conscience que le son agit, qui a conscience que l'aromathérapie agit. Et après, tu as les fameux psychiatres à la je ne sais quoi, qui eux pensent à juste cachetonner. Et là, on rentre dans une autre sphère. Hein. C'est, tu sais comme moi, c'est l'aspect médical. Mais pour en revenir aux thérapies,
concrètement discernement et vous regardez comment est le parcours de la personne. Non, mais tu as raison. Je les connais pas toutes, hein, toutes celles que j'ai citées là. J'en connais quand même un bon nombre. C'est des vraies thérapies, hein, c'est des vraies. Ça marche vraiment très très bien. Et comme tu le dis, par exemple, j'ai pas été voir, mais il y avait médecine chinoise. Moi, j'ai un ami proche qui est docteur en médecine chinoise. Il a fait 11 ans d'études. 11 ans d'études. Et oui, donc si on lui dit, bah tiens, je vais l'appeler Marc, tiens, je voudrais être médecin chinois, tu me payes une formation, je te la paye de 1000, 3000 euros, est-ce que demain je deviens médecin chinois en 3 semaines, 4 semaines, il va me rigoler au nez, quoi. Donc, évidemment, toutes ces thérapies n'ont pas besoin de 11 ans d'études. Si tu veux étudier, je sais pas, comme tu fais la littérothérapie, mais par contre, tu peux pas le devenir comme ça instantanément après un stage, quoi. Un stage, tu deviens. Tu sais la fameuse phrase, tu connais la fameuse phrase, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bien sûr. Et tu pratiques. Mais attention, avec logique et cohérence. Par exemple, Aymeric, quand il forme une personne à une de ses thérapies, il lui demande de pratiquer sur tant de personnes gratuitement. Donc, ces personnes qui viennent gratuitement, elles savent qu'elles reçoivent un soin gratuit de quelqu'un qui est en train d'apprendre. Soyons bien clairs. Et tu pratiques gratuitement avant de faire entrer la donnée financière. Aymeric, quand il forme quelqu'un, il fait la formation et selon, grâce à ses dons, on va dire, il sent combien de thérapies il doit faire. S'il sent que la personne ne peut pas faire la formation, par exemple, il a eu une personne au mois d'août qui est venue pour se former. Aymeric lui a dit, écoutez, je ne peux pas prendre votre argent parce que vous n'êtes pas prêt à suivre la formation. Vous allez d'abord, vous allez lire tel livre, tel livre, tel livre, tel livre et tel livre. Vous allez revenir pour juste une séance pour s'assurer que vous avez bien intégré les bonnes données. Et à partir de là, on va pouvoir dire quand est-ce que vous serez prêt à être formé. Combien tu as de thérapeutes qui prennent ce temps-là pour vérifier si en phase 2, la personne sera prête à l'intégrer. Tu vois la tête que tu fais? Ok, on est d'accord. Nous, notre critère, c'est, et on n'est pas les seuls, notre critère, c'est est-ce que tu es capable de le vivre? Parce que je t'assure qu'il y a des gens qui nous appellent et à qui on dit non, cette thérapie n'est pas faite pour vous. Et en plus, on est sympa parce qu'on les oriente vers des thérapies qui pourraient leur correspondre, tu vois. Je te parle en tant que formateur. Et à côté de ça, il y a des personnes, quand elles viennent, si Aymeric sent qu'elles ne sont pas prêtes, il a l'honnêteté de leur dire non. Au préalable, il vous faut ça, ça, ça ou ça. Ce monsieur qui est venu en août, qui était impatient d'être formé en août, s'est fait recevoir une réponse de non et il va être formé au printemps. Parce que c'est le temps où Aymeric a estimé qu'il lui fallait pour intégrer les données. Combien tu as de thérapeutes qui disent non à une rentrée financière immédiate? Non, voilà, on est d'accord. Mais tu as raison, tu peux pas. Aymeric, il a raison, et puis je pense que ça va se savoir. Et la thérapie, c'est quelque chose, on touche aux gens, on touche à l'autre. C'est pas un jeu, quoi. C'est pas juste une rentrée financière. Il y a des gens merveilleux même américains, qui ont vraiment des dons, qui ont un savoir, mais qui se sont mis à former des gens en masse sans vraiment transmettre leur savoir et qui donnent des catastrophes. Donc la personne là qui était super au départ, elle est devenue aussi une catastrophe juste à cause de ça, quoi. Alors qu'elle était très bonne au départ, tu vois. Je vois très bien de qui tu parles. Oui, on en avait parlé. Et oui, et effectivement, c'est parce que le problème, c'est qu'après, la question est, est-ce que je garde mon éthique ou est-ce que je rentre dans le, entre guillemets, star system? C'est toujours pareil. C'est une question d'intégrité. C'est une question de comment je suis avec moi-même. Après, au niveau des thérapeutes, il y a la deuxième catégorie que je considère, entre guillemets, dangereux pour des raisons très évidentes, c'est les prédateurs sexuels. Ah ouais, ceux-là, ils existent. Il faut être... attends, je vais te lire un texte là pour te dire un truc, parce que c'est passé en Italie, une histoire sordide révélée par la télévision italienne, qui est passée dans la télévision italienne, secoue le Tessin, donc le Ticino, au nord-est de l'Italie. Un chaman autoproclamé de 69 ans, domicilié à Origlio, a abusé et violé plusieurs femmes venues chercher de l'aide auprès de lui. C'est un Péruvien. Il affirmait pouvoir guérir ses victimes à travers le sexe. L'histoire a éclaté au grand jour grâce au témoignage de Paola, son prénom a été modifié. Cette jeune Italienne de 24 ans a subi plusieurs agressions sexuelles par le passé. Traumatisée, elle a consulté une psychiatre pendant un peu plus de 2 ans. Comme la thérapie ne semblait pas améliorer son état, la spécialiste l'a envoyé voir ce soi-disant guérisseur d'Origlio. Mais au lieu de l'aider, le sexagénaire n'a fait qu'empirer les choses. L'homme lui a expliqué
que seul le sexe pouvait la guérir. La jeune femme qui ne pesait plus que 40 kilos au moment des faits en raison d'une grave perturbation alimentaire a décidé de lui faire confiance, étant donné que sa psychiatre lui avait conseillé d'aller le voir. Après s'être fait violer une première fois par le Péruvien, son état s'est rapidement aggravé. L'Italienne avait déjà, le chaman avait déjà violé, lui, un grand nombre de femmes. Donc voilà, après ça continue le texte, ils ont retrouvé ce Péruvien qui a dit mais non, elle était consentante, tu penses qu'elle était consentante, hein. Et ça, le chapitre des prédateurs sexuels, mamma mia. Bon, déjà, le seul prédateur sexuel, mais c'est même pas un prédateur sexuel, c'est Raël, hein, puisque lui, alors, il a édicté le mouvement raélien en religion, en sexe. C'est hors sujet. Donc, il est entouré de jeunes femmes nues, mais au moins, lui, il a le courage de le dire, quoi. Mais il a quand même, le mouvement raélien est une secte en France et est érigé en religion au Canada. Ça fait quand même un petit peu réfléchir aux problématiques. Donc vas-y, je t'ai coupé, mais c'était juste pour te donner un exemple que j'avais trouvé en Italie. Ben écoute, non, c'est bien. Ton exemple illustre parfaitement ce que j'allais dire. En fait, bon, tu sais, je vais te parler de choses que j'ai vécues, hein, observées. Je n'ai pas été victime d'un prédateur sexuel, ça, je peux vous le garantir. Mais ma personnalité. Il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque, c'est juste pas possible. Par contre, j'ai vu et observé des choses assez stupéfiantes. Comme tu le sais, dans mon parcours, entre guillemets, de thérapeute, hein, mais où je me formais, je me suis intéressée aux travaux d'un monsieur extrêmement connu, reconnu comme physicien français, hein, avec une notoriété extraordinaire. C'est une ponte du monde bien-être et développement personnel. Je t'en ai parlé, hein, de ce monsieur. Et ce monsieur avait mis en place un stage auquel j'avais assisté en 2001, donc à Nice à l'époque, hein, et parce que ce stage reprenait, et ça je l'ai découvert après, c'est que ce stage en fait reprenait les travaux d'un Américain, d'un scientifique américain. Et ce cher Français, hein, ce physicien quantique qu'on va appeler Arthur, hein, désolé pour les Arthur, rien à voir, n'accusez pas tous les Arthur, c'est juste pour que ça soit très clair, hein. Donc Arthur a piqué ou a copié si vous voulez, ou a fait savoir les travaux d'un Brian américain, c'est caricatural mais au moins c'est plus clair, et il a dit ben voilà, ces travaux c'est les miens, voilà, j'ai créé ça, j'ai mis en place tout ça alors que c'est faux, et je l'ai découvert parce que j'ai pris le temps après coup de faire des recherches. Comme quoi, hein, on trouve des choses assez marrantes. Bref, là où j'en arrive à son histoire de prédateur, je vais pour faire son fameux stage. Je me dis, c'est un homme qui a une certaine connaissance, c'est une sommité, il parle de quelque chose d'extraordinaire. Je vais y aller et là, je me retrouve dans une grande salle d'un hôtel de Nice important et nous étions, s'il te plaît, 200 personnes dans la salle. Donc là, moi, je me dis, oula, ça, je vois pas comment il peut être dans la transmission avec autant de personnes, mais pourquoi pas. Donc, mes réserves, je m'assois dessus, comme on dit. Je suis accueillie par sa femme, qui était assez spéciale, hein. Quand elle te parle, tu sais, tu as l'impression qu'elle est dans une hyper séduction, même avec les femmes. Et là, tout de suite, mon petit cerveau prédatique a fait tic. Ah, tiens, c'est bizarre. Elle est un peu trop mielleuse pour être vraie, elle. Mais sans plus, je m'arrête à ça. Je participe au stage. Je me retrouve à côté d'un couple, comme par hasard. Et ce couple, c'est une femme qui a une grande souffrance parce qu'elle n'arrive pas à avoir un enfant. Cette femme est mariée à un homme avec une position sociale en France, hein, comme je t'en ai parlé. Donc, il a un métier rationnel, cohérent, etc. C'est pas du tout un féru des salons, des biens ou autre, hein, comme quoi tout n'est pas dans le profil qu'on pourrait imaginer. Et cette femme a, ma foi, un très joli visage, un très joli corps pour ce qu'on a pu en apercevoir. Et ce prédateur, au beau milieu du stage, se lève et lui dit, écoutez, je vais prendre un cobaye pour vous montrer quelque chose. Et lui dit, la désigne elle parmi tant d'autres, hein, et lui demande de baisser son pantalon. Bon, je te rappelle, je précise, je n'étais pas dans un stage de gynécologie, donc il n'y avait aucune raison pour que les pantalons soient baissés. Donc, cette femme baisse son pantalon parce qu'elle a en face d'elle ce qu'elle considère comme une autorité, hein. Il lui demande de s'allonger et il lui met les mains entre les jambes en lui parlant de problèmes ovariens. Donc là, il a des sérieux soucis parce que les ovaires se situent juste plus haut. C'est un peu en dessous des nombrils, là, on est d'accord. Donc, si vous voulez être honnête, il ne met pas la main d'une certaine manière, il la place comme ça, la peau, enfin, tu vois ce que je veux dire, vers le haut, à la rigueur, allez, s'il a vraiment besoin de poser les mains.
Ce monsieur lui explique la chose suivante devant à peu près 200 personnes. Elle a des soucis ovariens, elle ne peut pas avoir d'enfant parce qu'elle doit impérativement aller dans son voyage qu'il va organiser en Égypte 3 mois après, et que là, seulement là, par rapport aux alignements énergétiques de l'Égypte, il sera en mesure de l'aider. Cette femme est mariée à un homme qui a une profession, tu vois, posée. Hein. Il se tourne vers le mari, le pauvre, il avait même pas à parler, il avait même pas à dire. Il regarde sa femme, il sent la détresse qu'il y a en sa femme, il lui dit oui, on s'inscrit, c'est où les formalités? Et là, moi, j'avais 21 ans au moment des faits, je me tourne vers elle et je lui dis, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est n'importe quoi, votre problème ovarien n'a rien à voir avec l'Égypte et encore moins avec ce monsieur, c'est un prédateur. Elle me regarde, rappelle-toi, j'ai 21 ans. Elle le regarde, il avait la bonne cinquantaine bien posée, et elle me dit non, mais lui, c'est un physicien. D'accord. Ce qui s'est passé, parce que l'épilogue est assez intéressant, si on peut dire, c'est qu'effectivement, elle est allée à ce voyage où une de mes amies s'y est rendue. Penses-tu, moi, je n'y suis pas allée. Et cette amie m'a raconté la chose suivante. Le prédateur a expliqué à cette femme que dans une ancienne vie, ils avaient été mari et femme, et que donc, il n'y a pas tromperie, et que donc ils peuvent coucher ensemble. Et que par le travail phallique, celle-là on l'avait jamais faite, le travail phallique, par le travail phallique, il serait en mesure de guérir en elle le blocage qu'elle avait. Avec le consentement du mari qui est en total désœuvrement, il a abusé de cette femme avec, entre guillemets, son consentement. Sauf que quand elle est revenue en France, tu vois ce que je veux dire? La vibration, elle est retombée, la réflexion s'est mise en elle, le mari a ouvert les yeux, le mari a demandé le divorce et elle a fait une tentative de suicide en finissant en hôpital psychiatrique. Et ce monsieur n'est pas inquiété et considéré toujours dans les salons de bien-être comme une sommité. Alors que si tu regardes leur couple, et ils ne sont pas les seuls, hein, des exemples comme ça, j'en ai plein. Et ce monsieur, comme le premier exemple qu'on avait cité, passe, est en prime sur toutes les web TV, c'est une star. Voilà. C'est ça, c'est toujours pareil. Et l'ennui, c'est que des couples comme ça, il y en a pêle-mêle, où en fait la femme est ce que j'appelle, excuse-moi du terme vulgaire, un rabatteur. Elle va repérer, elle va développer une complicité avec une femme dans un groupe, en masse. Elle va voir qui est faible, mais qui en même temps correspond physiquement à ce que son mari espère. Elle va aller le chercher, elle va devenir copine avec. Et qui a un problème en plus. Elle va trouver le problème. Mais bien sûr, elle va repérer la proie idéale, celle qui ne serait pas en mesure de se défendre derrière. Tu vois, c'est ça le problème. C'est un peu comme ton histoire italienne. Finalement, cette psychiatre, c'est le rabatteur de ce Péruvien. Tu vois, c'est-à-dire que c'est une personne féminine en qui elle a confiance, qui lui dit « allez-y les yeux fermés ». Bien sûr, bien sûr. Voilà. Dans ces histoires de couple, parce que c'est la mode malheureuse du New Age, du couple sacré, tu as beaucoup de couples que moi j'appelle des couples déviés, où en fait, il y a un rapport financier, où il y a un rapport où la sexualité est mêlée, où la victime est tellement fragile qu'elle ne va pas se retourner, parce qu'en face d'elle, elle a un ancien médecin, elle a un physicien, elle a un je ne sais quoi, ou tu vois ce que je veux dire, elle a un profil de personnes qu'elle considère comme des autorités. Elle se dit, mais en face, je n'ai pas mon témoignage ne va pas faire foi. Et puis après tout, c'est vrai, j'ai accepté d'avoir cette relation parce que j'y ai cru. Et c'est là où la terminologie de consentement est biaisée, parce que sur le moment, oui, elle a exprimé qu'elle était d'accord, puisque devant 200 personnes, tu vois, si on m'avait demandé de témoigner, bon, tu me connais, j'aurais esquivé, parce que j'allais pas témoigner pour faire plaisir à un prédateur. Mais en toute sincérité, j'aurais été obligée de dire que oui, devant moi, ils ont décidé de partir en Égypte parce qu'ils ont reconnu verbalement qu'en allant en Égypte, ils allaient guérir de cette problématique. Ouais. Et ça, c'est le problème des prédateurs. Le problème des prédateurs, c'est qu'ils se considèrent, tu sais, comme s'ils avaient une espèce d'immunité diplomatique. Mais c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ils se pendent au-dessus des lois. La loi humaine n'est rien pour moi. Moi, je suis dans la loi divine. Donc, qu'est-ce l'humain? Quelles sont vos petites lois à vous? Je suis dans le divin. Et n'oublie pas que surtout, ils disent, et ça c'est leur scénario qui se répète, il n'y a pas tromperie,
parce que c'est une histoire de vie passée. Nous sommes mariés femmes dans une ancienne vie. Ouais. Où nous avons ça, si quelqu'un porte plainte, il ira expliquer ça au juge, hein, il était dans une ancienne vie. Et le voyage en Égypte, il coûtait la modique somme de combien, tu sais? Entre 3 000 et 4 000 euros. Oh. Mais écoute, je pourrais t'envoyer en aparté les liens, hein, parce qu'ils continuent toujours de faire des voyages dans des pays divers et variés, mais les sommes sont assez importantes. Et en plus, tu payes et en plus tu te fais violer. Mais tout va bien dans le meilleur des mondes. Et cette personne continue à être considérée comme une pointure. Et moi, je me dis, oh, réveille-toi. Il y en a un, je ne dirais pas son métier, qui pourtant est considéré comme, mais attendez, mais vous savez, il a un profil. Avant ça, ils ont des métiers qui inspirent le respect. Voilà, je cherchais le terme, tu vois, comment expliquer ça au mieux. C'est des gens qui ont des métiers avant leur monde bien-être qui inspirent le respect. C'est quoi un métier qui inspire le respect? Médecin, physicien, scientifique. Le terme tu sais, le terme qui pose. Je suis scientifique. Bon, quand tu sais que Galilée te dit que ce qui est scientifique, la preuve scientifique, c'est l'expérience, à partir de là, on est tous des scientifiques. Voilà. Ce qui inspire le respect, c'est quelqu'un qui a un parcours thérapeutique, avant d'avoir un parcours thérapeutique, qui a un parcours dans le monde allopathique, hein, par exemple. Attention, hein, je dis pas que le professeur Joyeux est comme ça, hein, pas d'amalgame. Lui, il est bien. C'est le seul, je pense, le seul grand médecin que je connais qui, lui, entre guillemets, n'est pas un prédateur sexuel, tu vois. Lui, je l'enlève de l'esprit des gens potentiels en se disant, attendez, peut-être qu'elle dit que tous les médecins sont. Non, non, non. Je suis en train de vous citer quelques personnes qui sont connues et reconnues, qui ont des profils qui laissent à désirer, mais pour lesquels il faut être vigilant. Maintenant, vous pouvez très bien potentiellement aller en voir d'autres, hein, et vous dire si jamais ce médecin ou ce physicien ou ce je ne sais quoi vous dit, écoutez, vous avez des problèmes ovariens et vous met la main là où je pense, s'il n'est pas gynécologue, il n'a rien à y faire. Vous n'allez pas voir un gynécologue, vous allez voir un gynécologue. Si vous allez voir un radiologue ou un cardiologue et que le cardiologue vous demande d'enlever votre culotte, posez-vous les mêmes questions. Réveillez-vous. Ça relève de, tu vois, de cohérence, de discernement. Si la personne vous dit que vous avez été amant dans une ancienne vie et que si aujourd'hui vous avez des rapports, il n'y a pas de souci parce que nous sommes tous dans l'instant présent. Oh, dans cette réalité, c'est pas le cas. Donc peut-être que vous avez été marié, vous faites un travail karmique si vous voulez de libération, en étant habillé, en étant à distance physique de l'autre. Vous n'avez même pas besoin d'être en face de lui pour que le travail se fasse et vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci. Soyez vigilant quant à l'attitude que le thérapeute a quand il est en face de vous. S'il vous dit par exemple que, et ça je l'ai entendu d'une femme, que, excuse-moi, je vais être très vulgaire, c'est ce que le thérapeute a dit à cette femme, hein, que c'était une petite salope et qu'elle aimait ça, entendu, et que donc, elle ne pouvait guérir que par des rapports sexuels violents, qu'il était prêt à lui administrer, s'il te plaît, et pour lesquels il était prêt. Voyons. Et cette femme l'a suivi parce qu'elle y a adhéré. Et cette femme, un jour, elle m'a appelée à 23 heures. Alors que je ne la connaissais pas, hein, qu'elle m'avait trouvée sur Internet et qu'elle avait besoin de parler à quelqu'un parce que sinon, elle comptait se suicider. Oui, tu m'étonnes. Donc, cette femme, je l'ai prise au téléphone à 23 heures. Donc, s'il vous plaît, ne m'appelez pas tous à 23 heures, j'apprécierais. Mais je l'ai prise à ce moment-là parce que des fois, tu sais que je me couche tard, vu nos discussions et tout ce que je fais sur Internet. Et résultat des courses, je l'ai prise et j'ai été choquée. Et je lui ai demandé, mais pourquoi ne portez-vous pas plainte? Figure-toi que cette femme, quand elle avait 15 ans, elle avait fait une tentative de suicide. Donc, elle avait un profil fragile et qu'elle avait peur que sa parole ne pèse pas. Mais oui, mais c'est le cas de beaucoup de femmes qui sont violées, qui ne portent pas plainte, hélas. Et voilà. Mais après, attention, on parle des femmes. Mais moi, une fois, j'ai assisté à un autre stage où là, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, mais dans un autre genre. Une femme de 60 ans qui est en train de tirer les cartes. C'était un stage, comment dire, par rapport à sa respiration et comment la respiration te permet de trouver des mémoires. Voilà, pour te donner un peu le profil. Hein. Donc, en soi, sur le papier, le stage était intéressant. Je t'assure, j'y suis restée une matinée. Pas plus, hein. J'avais payé pour 2 jours, tant pis, mais j'y suis restée une matinée. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la matinée, cette femme s'est orientée vers un homme qui avait 25 ans à peu près. Et elle a dit à cet homme, dans son jeu de cartes, viens avec moi, je vais t'emmener dans ma chambre, nous allons avoir des rapports sexuels parce que tu es mon mari.
Elle avait 60 ans passés. Et je pèse mes mots quand je te dis 60 ans passés. Hein. Franchement, vu l'engin, ça pouvait être sa grand-mère. Et le jeune de 25 ans, il me regarde, il me dit, t'as vu? Parce qu'on avait à peu près le même âge. Il me dit, elle me dit ça, t'en penses quoi? Je l'ai regardé, je lui ai dit, bah, tu fais comme moi, tu plies bagage et on se barre. Pour faire simple. Je lui dis, parce que c'est quoi ce délire? Donc, je suis allée la voir, parce que tu me connais, je ne me démonte pas. Et je lui ai dit, mais vous n'avez pas honte de profiter de la faiblesse d'un jeune homme? Elle me dit, ne t'en occupe pas, ce n'est pas tes histoires, c'est une histoire entre mon mari et moi. Alors, je lui ai dit, bah, écoutez, sur le papier, vous n'êtes pas mariés, vous pouvez être sa grand-mère vu votre âge. Et là, elle me répond, oui, mais tu ne sais pas, dans les anciennes vies, ce que nous avons, notre relation est forte. Et moi, je lui ai répondu, je pense qu'elle est forte à sens unique, hein, parce que lui, la gériatrie, c'est pas son truc. J'ai embarqué ce jeune homme qui, entre-temps, est devenu un ami à l'époque, et qui m'a remercié de l'avoir sorti de là parce qu'il était désœuvré. Pourquoi il est allé vers cette femme? Parce qu'en fait, il venait de perdre son père et sa mère. Aïe, aïe, aïe. Ah, punaise. Ouais. Et d'autres exemples comme ça, j'en ai plein. Des gens qui, après, viennent me voir moi ou voir d'autres personnes parce qu'ils tombent entre les mains de prédateurs. Et des personnes où, je dirais, sur leur visage, tu ne leur prêtes pas ces attentions. Donc, partez du principe qu'un thérapeute, quand il vous fidélise, parce que ça aussi, une thérapie, c'est pas une psychanalyse. C'est-à-dire qu'une thérapie qui dure 7 ans, il faut se poser des questions. Il faut se poser de sérieuses questions. Soit vous n'êtes pas tombé sur la thérapie, parce que c'est pas la faute du thérapeute des fois, tu sais, hein, on a tous nos limites, hein, il faut être clair. Mais il faut se poser des questions. Donc, une thérapie, ça n'est pas une carte de fidélité. Hein, comme je dis souvent aux gens qui m'appellent, quand ils me disent, mais on va en avoir pour combien de séances? Je leur dis, rassurez-vous, on ne va pas vieillir ensemble. Tu vois, parce que voilà, c'est un principe. Le thérapeute n'a pas à toucher à votre sphère sexuelle. Ça ne le regarde pas. Vous n'avez pas à vivre de relations sexuelles avec lui, quand bien même vous ayez été amant et maîtresse. D'accord? Maintenant, je vais te le placer autrement. Je sais, peut-être que tu as une question. Non, mais tu as tout à fait raison. Hein. De toute façon, l'histoire grouille de gens qui ont spolié des familles entières. Hein. Les gourous, c'est hallucinant, quoi. Hein. Ils ont vidé les comptes en banque, ils se sont ruinés. Quand on va à l'extrême, beaucoup se limitent de moins, mais c'est une vraie catastrophe. Et dans ce domaine-là, du New Age, où les gens sont un peu plus perchés, comme tu les appelles, qu'ailleurs, beaucoup moins méfiants. T'as des gens en détresse qui ont essayé aussi plein de thérapies avant, qui pensent vouloir s'en sortir. Il y a tellement de gens qui veulent se sortir. La misère, elle devient tellement grande, parce qu'il y a quand même 8 millions de pauvres en France. Il y a des gens qui font métro boulot dodo, ils voudraient faire autre chose. On leur fait miroiter des trucs. Parce que il y a non seulement des prédateurs dans ce sens-là où elles profitent de la personne, mais aussi des prédateurs qui disent mais sortez-vous de là, devenez vous-même thérapeute, tu vois. Mais donnez-moi votre pognon d'abord, et puis vous le serez après, mais après vous serez heureux. Donc, c'est assez terrible, oui, tout ça. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Et puis, il faut être honnête avec soi. Tout le monde n'a pas vocation à devenir thérapeute. C'est un fait. Quand tu vas voir un thérapeute, il faut aussi que tu sois en raccord avec toi. Moi, je dis toujours qu'il y a 2 catégories de thérapeutes. Bon, on va oublier les déviances et les non-déviances. Hein. Mais qu'est-ce qui, au départ, te poussait à devenir thérapeute? Pose-toi la bonne question. Est-ce que tu veux devenir thérapeute parce que vraiment ça t'habite et que tu es vraiment tourné vers les autres? Voilà. Parce que voilà. Ou est-ce que tu veux devenir thérapeute pour te soigner à travers les autres? Ouais, mais c'est vrai. J'ai une amie que tu connais, que je connais depuis presque 15 ans. Et ben, elle a toujours eu envie d'aider les autres. Elle a toujours eu envie de faire le bien. Toujours. Elle a toujours eu cette envie depuis que je la connais. Mais elle savait pas comment, tu vois. Elle savait pas comment. Maintenant, il me semble qu'elle a trouvé comment. Hein, et un peu grâce à toi, un peu beaucoup. Elle semble qu'elle a trouvé comment. Eh ben, elle va y aller. Mais petit à petit, doucement, à son rythme, tu vois. Oui, je vois très bien de qui tu parles. Mais je pense que si elle n'avait pas cette envie, c'est comme si moi, je te disais, tiens, Amel, demain, je veux devenir thérapeute. Non, moi, je suis plutôt dans l'envie d'alerter, d'aider, mais je ne suis pas dans cette envie d'aller faire de la thérapie. J'ai jamais eu envie de ça de ma vie. Et en plus, je pense que j'ai aucune capacité.
Non, t'as de l'empathie. Mais en fait, le problème, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui ont ce profil-là et d'autres qui ne l'ont pas. Et une de mes questions, quand quelqu'un se rapproche de nous pour devenir thérapeute, sauf s'il l'est déjà. S'il l'est déjà, il l'est. Je ne vais pas lui dire, écoutez, vous n'êtes pas fait pour, tu vois. Quoique, ça m'est arrivé de dire à une femme. C'est vrai, je rectifie. Il y a une femme qui, une fois, m'avait contactée pour être formée et qui était dans le « je veux suivre votre formation parce que je sens », alors écoute la phrase, ça va te faire rire, elle voulait faire de l'Atlas Balancing formation d'Emeric, s'il te plaît, parce qu'elle sent que ça va rapporter beaucoup d'argent dans quelques années. Oh là là. T'as vu? Alors là, je lui ai dit, écoutez, alors moi, tu me connais, hein, je lui ai dit, écoutez, mon mari s'appelle Emeric Blanc, il faudrait que vous trouviez la variante Brian White. Parce que eux, les Américains, ils s'en foutent. Ils sont là avec leur micro, ils gueulent dans des amphis où il y a 300 personnes, ils ne les connaissent pas, c'est anonyme. Ils te demandent de faire un virement PayPal et c'est parti. Et t'es formé. Et puis tu te retrouves formé alors que t'as pas le suivi, t'as pas d'entretien. Ils vérifient même pas si tu en as les aptitudes. Tu as pu le lire dans ton petit fascicule, qui est quand même assez important. Il y a autant de thérapies, presque qu'il y a d'étoiles dans le ciel, je te le dirais en caricature. C'est-à-dire que quelle est la thérapie qui est faite pour toi? Ce qui est bon pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Et encore une fois, parcours de cohérence. Moi, tu as pu le voir, mon maître mot, c'est la mémoire. La matrice, la mémoire. Donc, je cherche dans les mémoires et tous mes outils sont des outils qui m'apportent une assise par rapport à cette lecture-là. Emeric, c'est le son. Donc, lui, il fait les déclinaisons dans le son, mais il reste dans son axe parce que c'est son axe. Tu vas pas transformer Emeric en radiesthésiste. Il va rigoler. C'est pas lui. Tu imagines Emeric avec des petits bâtons, les machins de radiesthésiste, tu vois, ça te fait sourire parce que c'est pas lui. En fait, il y a des très bons radiesthésistes. Hein. Attention, hein, on se méprend pas sur mes mots. Hein. Oui, excellent. Par là, le plus important, c'est mots et sens. Il y a des mots. En fait, mes mots peuvent sembler évidents. On va se dire, mais oui, ce qu'elle raconte, c'est évident. Oui, mais appliquez cette évidence à votre vie. Appliquez cette évidence dans vos choix. Parce que le thérapeute, on en revient à ce que je te disais, le thérapeute qui est thérapeute parce qu'il le porte en lui, comme cette femme que tu connais, cette amie à toi, et qui est très chouette, hein, parce qu'en plus, elle a très bien compris, c'est que elle va continuer sa vie professionnelle, elle va se former, elle va pratiquer, ça veut dire qu'elle va développer ses aptitudes et elle va avancer à son rythme jusqu'à ce qu'elle se sente prête à franchir le cap. On est loin du thérapeute, de la personne qui t'appelle et qui te dit « Bonjour, ben moi, voilà, je fais une conversion professionnelle, vos formations, je sens que ça va rapporter de l'argent plus tard, donc, je me lance là-dedans. » Non, va voir Brian White, parce que c'est pas nous, ça. On va pas transmettre du sacré à quelqu'un qui est dans un rapport uniquement pécunier. La base d'un thérapeute, c'est l'envie d'aider. Et cette envie, elle doit être sincère et réelle. Et si elle est là, vous avez un bon thérapeute. Tout à fait, tout à fait. Mais et en plus, à côté de ça, se développe aussi maintenant, je le vois, hein, tu as cité ce voyage en Égypte, mais par exemple, le tourisme chamanique est un nouveau business florissant au Pérou, hein, qui fait la fortune de certains tour opérateurs, c'est-à-dire des gens qui organisent ces voyages, mais aussi de certains chamans péruviens. Et donc, il y a un engouement. Bon, il y a aussi ce fameux breuvage, l'ayahuasca, traditionnel des vertus mystiques. Bon, après, il y a des gens qui décèdent. En août 2012, un touriste américain décide, à la suite d'une absorption d'ayahuasca, qui est une plante hallucinogène. Et donc, en ce moment, il y a quand même, ce tourisme explose. Et moi, ça m'inquiète quand même beaucoup, quoi. Si tu veux, par rapport à ça, encore une fois, à quoi tu as affaire? Toujours pareil. Il y a des très bons voyages circuits qui se font avec des personnes bienveillantes. Hein. Faut pas d'amalgame. Hein. Faut pas que les gens après cette vidéo se disent on part pas au Pérou au secours. Non, pas du tout. Sinon à ce moment-là, vous bougez pas, vous allez voir aucun thérapeute. Non. Non, c'est pas le but, c'est de faire le tri. Faire le tri. Faire le tri. Comment vous faites le tri? Ben, vous ressentez. C'est idiot ce que je dis, mais c'est vrai. Quand vous avez un tour opérateur, d'un tour opérateur à l'autre, vous n'avez pas la même formule qui vous est proposée. Autre chose, quand vous voulez toucher aux plantes médecines, parce que ce que tu appelles l'ayahuasca fait partie des plantes médecines, et je connais des gens qui en proposent en France. Non, en France, non, il ne le fait plus maintenant, mais qui le proposent en Europe et qui le proposent dans des pays comme le Mexique ou le Pérou et qui sont des gens très bien. Pourquoi? Parce que, tu sais, l'ami que tu as mis en relation avec Emeric, par exemple, hein, qui a vécu en Amérique du Sud, hein, forcément, quand tu vis en Amérique du Sud, soyons clairs, quand tu vis en Amérique du Sud, que tu es baigné dans leur culture,
Ça fait partie de leur culture. Et donc, là, tu peux effectivement rentrer en immersion dans une dynamique encadrée, parce que les vrais thérapeutes qu'ils ont là-bas sont aussi des gens aussi carrés que les vrais thérapeutes que tu as en France. A contrario, tu as aussi des illuminés là-bas, que tu retrouves aussi ici. Tu vois ce que je veux dire? L'ennui des tours opérateurs, quand ils ne sont pas vigilants, c'est que, et ça je l'ai vu au Mexique, c'est que tu prends le bottin version les pages jaunes du Mexique, s'il te plaît, il y a une rubrique chaman au Mexique. Et tu prends, et tu appelles le premier chaman qui est disponible pour t'offrir des plantes. Ouais. Tu vois un truc, c'est n'importe quoi. Le vrai chaman, c'est quelqu'un que tu vas. Le chaman veut dire homme médecine, hein, d'accord? C'est le vrai chaman, c'est quelqu'un qui a une éthique. Tu vas aller au devant de lui. Il va pas te donner une plante parce que toi, occidental, tu débarques comme un colonialiste chez lui. Il va te recevoir et puis il va te soigner. Ça veut dire qu'il va s'occuper de t'enlever toutes tes toxines dans le corps. D'abord, ils font la phase de ce qu'ils appellent la purge, tu vois. Et en médecine chinoise, tu l'as aussi, hein, quand tu as le foie qui est engorgé, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a toute cette phase-là. Et puis ensuite, il y a une préparation. Et ça ne se fait pas en 15 jours de voyage au Pérou, ça je peux te l'assurer. Et donc, c'est ce que je te disais, une véritable immersion. Donc, si tu as vraiment, toi en tant qu'occidental, un appel pour ces plantes, tu n'es pas obligé de le faire, hein, à ce moment-là, sois cohérent dans ton parcours et va vivre le processus dans les tribus, pas ceux qui se trouvent sur les pages jaunes et qui ont des gourmettes en or, s'il te plaît, parce que ça aussi je l'ai vu dans un voyage au Mexique. J'ai un peu rigolé, je me suis dit non mais c'est quoi ce bonhomme? Il sort d'un cirque ou quoi? Parce que bon, je te raconterai ça pour illustrer mon histoire. Et donc, le vrai chaman, quand on a l'appel vraiment de cette mémoire, parce que ça peut être une mémoire, hein, on va vivre une immersion dans une tribu avec un véritable accompagnement. Et encore une fois, tout chaman qu'il soit, si vous parle de sexualité, vous prenez la tangente et vous partez. Hein, parce que ça n'a rien à y faire. Okay, la psyché, la sexualité, bon, la psyché c'est là, la sexualité c'est en bas, comme vous pouvez le voir, c'est pas le même secteur. Hein. Donc il ne peut pas viser la sexualité parce qu'il s'est trompé. D'accord, ça c'est important. Non, parce que je te jure, hein, quand des fois tu entends certaines choses, oulala, les guérisons par le phallus, je te raconte pas. Ça suffit. On ne tombe pas enceinte parce qu'on se colle au phallus d'un chaman qui a 400 enfants, par exemple. Hein. Faut arrêter de délirer. Maintenant, si vous le faites, bon, bah, c'est votre choix et c'est parce que vous avez envie de rentrer dans ce genre de choses. Mais là, vous n'êtes plus dans un chemin spirituel et vous enlevez l'énergie et vous ne salissez pas ni le chemin spirituel en soi, ni le développement personnel, ni le bien-être et ni les thérapeutes. Ça, c'est parce que c'est en vous et que malheureusement, ben, vous avez, tu le sais comme moi, il y a des gens, hein, ça peut être, sans rentrer dans des caricatures, monsieur, madame, tout le monde qui vont en vacances et qui, en fait, pendant leurs vacances, profitent de faire, tu vois, l'histoire italienne en Italie l'été, l'histoire machin ici, tu vois ce que je veux dire? Si tu pars dans un voyage pour avoir des rapports sexuels, bon, ben, c'est clair dans ta tête, mais n'accuse pas la spiritualité. Oui, bien sûr. Bien sûr. Maintenant, pour en venir à mon expérience, parce que je sais que tu vas me dire, bon, alors et toi, qu'est-ce que tu as pu observer? Il m'est arrivé une fois de faire un voyage au Mexique avec une personne dont je t'avais parlé. Et lors de ce voyage, j'ai vu deux choses. J'ai vu pendant le voyage une femme qui était là et qui était comme moi, hein, qui venait pour découvrir, hein, et qui pendant le voyage a séduit un homme marié qui, lui, par contre, vivait ce voyage avec sa femme pour se retrouver, tu sais, pour se donner une nouvelle chance. Et comme on l'a séduit, encore avec la fameuse phrase de « mais nous avons été mariés ensemble au Mexique, donc notre relation au Mexique peut se vivre pleinement ». Bon, ça a fait on va dire, une passion. On a tous subi un feuilleton digne de Dallas et Dynasty, tu vois, en plein voyage. Et quand je me suis tournée vers celui qui avait mis en place ce voyage en lui disant « mais attends, c'est toi le responsable du voyage, mais y bon ordre, quoi ». Surtout que cette femme qui était dans une hyper séduction, s'il te plaît, a pu vivre ce voyage parce que son mari, riche industriel français, lui avait offert. Donc moi, le brave français, il avait des cornes énormes et elle faisait sa princesse avec l'argent de son mari. Pour moi, je me suis dit, mais où est-ce que tu as atterri, ma brave Amel? N'importe quoi. Donc moi, je demande à celui qui a mis en place le voyage et tu sais ce qu'il me répond? Mais je ne peux rien dire à cette femme, tu comprends? Elle a de l'argent et elle me garantit de s'inscrire à tous mes voyages à venir. Ok. Ah, mon Dieu. Bon, ok. Donc moi, je lui dis, ben écoute,
Si tu crois que tu vas mourir avec ton argent, ben, tu te trompes bien. Bon, bref, tu me connais, je passe à autre chose. Et pendant ce voyage, il se passe une chose aussi marrante. Dans le circuit, on devait avoir une cérémonie avec un chaman. Et ce chaman s'est porté pâle, chose qui peut arriver. Et là, ben, la guide prend l'espèce d'équivalent des pages jaunes, elle appelle un chaman, et puis l'après-midi venu, tu vois arriver, et là j'ai rigolé, j'ai cru que j'avais affaire à la mafia mexicaine. Un petit bonhomme habillé en costume noir, taille pince, tu vois, les chaussures noires, bien cirées, une grosse gourmette, un gros, comment on appelle ça, bracelet montre en or, une grosse chaîne en or, chemise ouverte. Et puis le type, il te regarde, il te fait, je vais te faire une cérémonie. Alors moi, je l'ai regardé, j'ai fait, tu m'as bien regardé là, aucune chance. Toi, tu vas pas rester en relation avec moi, c'est quoi ce type? Et bon, je me suis fait engueuler parce que soi-disant, et ça aussi dans les groupes de voyage, et je suis sérieuse, dans les groupes de voyage, ils te le disent, si tu ne participes pas aux cérémonies collectives, tu casses l'énergie. Ah. Ah ben oui. Eh bien, tu sais ce que je leur ai répondu? C'est pas grave, je préfère casser l'énergie que de me casser mes énergies. Donc, j'ai vu le chaman qui ressemblait pas à grand-chose prendre une peau d'ours sortant d'un sac, le mettre sur sa tête. Alors, imagine le folklore. Hein. Il avait une peau d'ours sur lui, habillé avec sa tenue de mafia mexicaine, sa gourmette, son truc en or, et que je te prends des œufs, je te les jette à la figure, je te prends du persil ou je sais pas quoi, je te fouette avec. Et puis, moi, j'étais assise en extérieur avec une amie, on regardait ça, on se disait, bon, tu crois qu'il va l'avoir en pleine figure, l'œuf? Enfin, bon, on délirait, tu vois. Et le chaman, tout pas content, me prend l'œuf qui m'était destiné et puis le jette par terre en me disant, tu n'auras pas les grâces du Mexique. Ah, je regarde, eh ben, grand bien même vous fasse. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je l'ai jeté. J'ai jeté ce bonhomme parce que je me suis dit, non, mais c'est quoi ce singe? Donc, je suis allée voir dans le singe, dans le sens où, tu sais, il gesticulait dans tous les sens et que ça ressemblait à rien. Je suis allée voir le monsieur qui nous avait organisé le voyage et je lui ai dit, mais c'est quoi ce type? Écoute, le chaman qui devait venir nous a fait faux bon, fallait bien qu'on en trouve un. Je lui ai dit, non, tu réalises ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Pendant le voyage, autre chose qui, moi, m'a amusée, c'est que le groupe s'est dirigé vers une pyramide. Puis moi, bien sûr, encore une fois, brebis galeuse, je suis partie de l'autre côté. Je suis fait, non, moi, j'y vais pas. Ils sont montés dans une pyramide et ils ont décidé qu'ils allaient ouvrir des portes. Alors, voilà. Alors, moi, je les ai regardés. Je lui ai dit, écoutez, moi, personnellement, je viens dans un pays qui n'est pas ma culture. Et je vais leur dire, moi, Amel, colonialiste, parce qu'il faut être clair, là, c'est du colonialisme. Tu débarques et tu imposes tes trucs. Non, mais t'as vu ça où? Et tout le monde dans le groupe a sorti tous leurs ustensiles divers et variés, les machins de radiesthésie, les pendules, le ci, le ça, et que je te mets à t'ouvrir des portes que les Mexicains ont fermées. Donc, avant les Mexicains, c'est les Mayas. Et je me dis que si les Mayas, et c'est connu et reconnu, hein, ont une extraordinaire intelligence, que même aujourd'hui, nous n'appréhendons pas et nous ne comprenons pas, hein, il faut être clair, on fermait des portes. C'est pas pour qu'un petit groupe d'occidental plein d'ego vienne les ouvrir. Et en plus de toi à moi, si tu essayes d'ouvrir une porte qui est, à mon avis, fermée avec des antivirus de tous les côtés, tu te prends des retours. Mais c'était quoi le but? Il avait annoncé qu'il voulait ouvrir des portes pour quoi faire? Parce qu'en fait, il voulait créer des ponts énergétiques entre cette pyramide et les pyramides de Bosnie, enfin Bosnie non, parce qu'à l'époque, on ne le savait pas, et les pyramides d'Égypte, et Stonehenge, et tutti quanti. N'importe quoi, les apprentis sorciers. Tu as tout compris, des apprentis sorciers. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas rire, je suis restée en bas, je me suis fait encore taxer Et c'est là où tu vois en fait la force de groupe. Parce que je me suis retrouvée avec 26 personnes qui me disaient, Amel, tu es en train de casser l'énergie. Le guide, plus le responsable du voyage, plus son épouse qui était là. Et je leur ai dit, écoutez, j'ai payé 3 500 € ce voyage. Ah oui, quand même, hein, 3 500. J'avais fait un prêt à la banque, je l'avoue. Bref, et je leur ai dit, j'ai payé 3 500 €. Alors, vous êtes bien gentils, je vais faire ce que je veux quand même. Donc, quand tu fais un voyage, quand les gens font des voyages, si je peux me permettre, soyez vigilants. Si le groupe veut vous imposer de faire quelque chose, ben, quand on impose à quelqu'un de faire quelque chose, c'est un acte de violence et finalement c'est un viol. Hein. Donc, il faut pas avoir peur des mots. Hein. Quand on te dit fais ça alors que tu veux pas le faire, qu'est-ce que c'est?
Donc moi, j'ai dit non. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis restée en bas de la pyramide et j'ai rencontré une femme super qui, en fait, s'avérait être une vraie chamane parce qu'elle avait une énergie. Tu vois, elle vendait ses petites choses toutes tranquilles, son artisanat, mais elle avait une lumière en elle qui était évidente, tu vois. Et ça m'a bien fait rigoler parce qu'à moi, elle m'avait offert plein de bijoux en me disant que j'en aurais besoin pour mon travail. Elle ne me connaissait pas, j'étais en mode touriste. Et elle m'a dit, bah, vous aurez besoin de ce travail pour votre travail sur les femmes et le féminin dans le féminin sacré. Alors, tu vois, je l'ai regardée. Elle avait une étale, elle vendait des bijoux artisanaux. J'étais habillée en mode très touriste, je te prie de le croire. J'avais pas un t-shirt, je suis thérapeute, je fais du féminin sacré ou je sais pas quoi. Et elles me disent tout ça en espagnol. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une femme chouette. Et ce qui est très drôle, c'est que quand le groupe est redescendu de sa pyramide, ils l'ont regardé. Et moi, je parlais espagnol assez, en tout cas pour que je sois comprise par cette femme, etc. Et le groupe m'a demandé de négocier des tarifs. Oh bah voyons. Attends. En face de toi, tu avais des Occidentaux qui, pour la plupart, avaient de l'argent. Et ils me demandaient de négocier un tarif avec une femme chamane qui vivait de son artisanat. Et dans la vraie culture chamane, quand tu vends quelque chose, c'est pas pour toi, c'est pour le collectif, c'est pour le village. Donc l'argent qu'elle gagnait n'était pas pour elle, il était pour le village. Et moi, ça m'a énervée et je les ai regardés, j'ai fait, mais vous avez pas honte ? Vous avez tous l'argent qu'il vous faut pour payer cette femme honorablement, vous devriez même la payer plus et vous osez vouloir casser son énergie. Vous n'avez pas honte. Donc, résultat des courses, cette femme les a regardés et elle leur a dit, ben vous, c'est tant d'euros. Tu vois, elle avait mis sur une feuille, c'est tant d'euros. Et les gens ont payé cette somme-là. Et pourquoi ils l'ont payé ? Parce qu'en fait, cette femme leur a dit, vous payez pour avoir, comment on appelle ça ? Tu sais, abîmer l'énergie de la montagne. Parce qu'ils sont montés sur cette pyramide qu'elle considérait comme une montagne sacrée. Et ils sont allés la salir de leurs énergies. Et donc, elle disait que l'argent qu'elle aurait en plus, elle pourrait payer des personnes pour aller défaire les parasitages qu'ils avaient mis en place. Ce qui m'énerve, c'est que j'ai compris qui organisait ce voyage et c'est la troisième personne qui passe à la chaîne sur certaines web TV. C'est juste hallucinant, quoi. T'as compris, hein ? Pourtant, j'ai rien dit, hein. T'as bien compris. Ouais, non, j'ai compris. C'est stratosphérique, là. Nous avons trois zigotos qui passent sur les web TV, qui font les cacous, qui pensent qui savent rien, quoi. Qui savent rien et surtout parce qu'ils savent rien, parce qu'ils pensent, ils s'intéressent pas aux gens, quoi. Ils s'intéressent pas à la culture des gens, ils s'intéressent pas au pourquoi des choses. C'est ça. Ouf, ça m'énerve. Et puis alors, ce chantage au cassage d'énergie, cassage de méditation, l'ascension. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ascension? Parce que tout le monde me parle d'ascension, Amel. Et moi, je t'avoue que j'en peux plus, moi, des êtres ascensionnés. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui font des stages, qui payent des gens pour ascensionner, quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent quitter leur corps physique pour être dans la 5D, près du divin. C'est quoi cette histoire d'ascension? Bon alors, en très simple, l'ascension, ce n'est pas sortir de son corps et s'élever au-dessus, parce que là, ça s'appelle des sorties de corps, hein. Il faut avoir le bon vocabulaire. L'ascension, c'est un processus intérieur qui correspond, si je peux dire, à petit abandonner toutes ses peurs, abandonner ses fausses croyances, abandonner ses limitations. Donc finalement, tout ce qui t'entrave dans ton expression thérapeutique, un bon thérapeute, c'est un thérapeute qui a aussi l'écoute de son intuition, tu vois. Et souvent, dans cette société, les gens ne s'écoutent pas assez. Ils écoutent leur mental, ils écoutent leur peur, donc soit là, leur mental, on va dire, la sphère qu'on associe ici, soit ils écoutent leur peur, leur plexus solaire, leur estomac. D'accord ? Ça, c'est comment les gens se situent. C'est ce niveau de conscience. On appelle ça la tridimensionnalité, donc 3D, ok ? L'ascension, qu'est-ce que c'est ? C'est quand tu vis de plus en plus de lâcher prise en toi, d'accord ? Quand tu vis de plus en plus d'abandon de mémoire de peur, que tu es de plus en plus à l'écoute de ta voix intérieure, de ton soi, de ton divin, de ce que tu portes en toi au-delà de ta personnalité. Au plus tu l'écoutes, au plus tu élèves ta vibration et au plus tu atteins cet état dit d'ascension. Ce n'est pas un état où tu flottes au-dessus du sol à 5 ou 10 centimètres. Ascension veut dire monter. Mais ce qui est paradoxal, c'est que l'ascension, les taoïstes diraient, c'est l'homme debout. L'homme debout, qu'est-ce que c'est ? C'est l'homme ou la femme qui a les pieds bien sur terre, le cœur bien ouvert et la tête dans les étoiles. Ça, c'est l'ascension.
C'est poétique, hein? Tu vois? Ah, j'aime bien la définition. L'ascension. T'aimes bien la définition? Elle est claire et cohérente. Ça veut dire que, contrairement à ce que vous pensez, il ne faut pas se percher, pour faire simple. Parce que si vous vous perchez, qu'est-ce que ça veut dire? Je me décroche de mes racines, hein, et puis je me mets à léviter au-dessus du sol. Je ne parle pas de la lévitation. Je te parle de ceux qui ont un corps physique ici, mais qui ont un corps astral qui est décroché de 10 cm du sol. Ben, ces gens-là se retrouvent comme des montgolfières au gré des vents. Et ce sont des gens qui vont se retrouver sujets à recevoir les informations du bas astral, à recevoir des pensées collectives qui ne sont pas les leurs, qui vont se retrouver parasités, etc., etc. Donc oui, l'ascension au sens new ageiste, ce n'est pas une bonne chose. L'ascension est un processus psychologique intérieur. Alors je traduis, pour ceux qui ne sont pas habitués au langage d'Amel, les perchés, c'est justement ce que je vous parlais au départ, quoi, les Arcturiens, les Pléiadiens, tous ces gens-là là, qui sont perchés à 10 000. Pas que, tu vois, par exemple, quand quelqu'un va te contacter pour te dire, je voudrais recevoir un soin avec vous, et par contre, vous vous rendez compte, je peux pas payer ce soin, mais par contre, je peux vous l'échanger contre je ne sais quoi. Et là, ben, tu vas te retrouver avec un troc à la maison, tu vois. Et là, c'est pas cohérent, c'est pas tridimensionnel. Quand tu vas faire un voyage en Inde, parce que ces personnes, des fois, vont en Inde, certaines. Hein. Quand tu vas faire ce voyage en Inde, tu payes bien Air France avec de l'argent. Bien sûr. Tu ne vas pas dire à Air France, je vais te donner 3 tonnes de tisane. On est d'accord. Tu ne vas pas dire à Air France, je vais te proposer 10 séances de massage. On est d'accord. Là, pour moi, percher veut dire ne plus être en phase avec la réalité aussi. Oui, c'est si vrai. nous vivons dans une multiréalité, il faut être concret dans la vie. Tu peux très bien avoir une dimension spirituelle élevée, tu peux très bien toucher des sphères extraordinaires d'éveil de conscience, mais en étant ancré. Et l'ancrage, c'est un mot qui fait peur à ceux qui sont perchés. Parce que ceux qui sont perchés, pour faire simple, ce sont des gens qui sont dans la fuite de la réalité. Ce sont des gens qui fuient la vie. Ce sont des gens qui sont dans le rejet de la société. Par exemple, paradoxe qui m'étonne moi, c'est je rejette la société, mais je ne veux pas participer à la société, mais je veux bien accepter l'argent de la CAF de la société. Mais non, mais bien sûr, bien sûr. C'est pas cohérent. C'est si tu rejettes la société, à ce moment-là, devient ce qu'on appelait dans les hippies. Hippie veut dire homme libre, hein, c'est un mouvement des années 70. Et un homme libre, ça veut dire que c'est un homme libre qui est libre de toutes les contraintes qu'il considère. Parce que toujours, pareil, qu'est-ce que toi tu considères comme contrainte et qu'est-ce que moi je considère comme contrainte, tu vois? Et cette personne libre, eh ben, elle va se donner les moyens de n'avoir aucune dépendance de la société. Là, c'est cohérent. Si par contre, tu es dans une hypocrisie, c'est-à-dire je rejette la société, je déteste les voitures, mais je fais du stop. Tu fais pas du stop de chameau. Tu es bien d'accord que tu montes dans une voiture. Dans ces cas-là, tu n'es pas en phase avec toi-même. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais de toute façon, toutes ces personnes qui disent ah ben non, ils sont dans le bien, ils devraient pas faire payer. Mais attendez, il faut arrêter, il faut redescendre sur terre, quoi. C'est ça. Pas d'amour et d'eau fraîche. C'est quand vous allez chez le médecin, vous le payez. Si vous allez chez votre ostéo, vous le payez cher. Donc il faut arrêter ça. Rappelle-toi, là où je t'ai fait rire, l'épisode personnel de ma dernière action. J'ai reçu un mail de quelqu'un qui va peut-être se reconnaître si elle regarde cette vidéo, qui m'a dit « J'ai vu la vidéo avec Sylvano, j'ai vu la vidéo de Face à Face, la matrice humaine, j'ai vu la vidéo Face à Face Sylvano Émeric Blanc. Elle me dit ce que vous faites, c'est super, votre site, c'est super, mais ce n'est pas normal que vous demandiez de l'argent. » Alors, comme d'habitude, j'ai commencé pour lui expliquer l'énergie de l'argent, qu'est-ce que c'était, pourquoi est-ce que c'est une énergie à respecter aussi, comment il faut le comprendre, etc. Et puis j'ai effacé, je me suis dit non, je vais encore rentrer dans un duel mental de compréhension. Ma réalité n'est pas la sienne. Donc je vais être concrète. On est dans du concret, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai envoyé un mail qui dit la chose suivante, c'est « Je vous remercie d'avoir apprécié la vidéo,
les vidéos. Je vous remercie de reconnaître que nous avons des dons et que nous avons des aptitudes. Et effectivement, c'est une honte que nous ayons besoin d'argent. Donc, de fait, je vais vous adresser toutes mes factures, tous mes frais de vie, et ainsi vous pourrez les prendre en charge afin que mon mari et moi-même, nous puissions nous concentrer à œuvrer et à faire nos soins correctement. C'est vrai, c'est une solution, ça. Hein, je vais lancer une quête pour que Mel et Émeric ne soient plus obligés de vivre la triche. Voilà, ne soient plus obligés de s'occuper de leurs 3 filles, de leur payer des l'école, de les nourrir. Les impôts, le centre, le prêt, etc. Donc, mais oui. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, mais bien sûr. J'ai répondu à cette part. C'est vraiment un faux sujet, ça. Exact. C'est vraiment un faux sujet. Par contre, moi, j'ai aussi découvert un truc avec ces gens-là pour les détecter. Parce que quand ils sont face à toi, ils sont mielleux, gentils, en séduction, comme tu l'as dit. Hein. Par contre, quand tu commences un petit peu à aller chercher et mettre des critiques, waouh, ça monte vite dans les tours. Hein. Donc j'avais une praticienne là, une hypnose QHCT de Dolores Cannon. Je lui ai mis une critique, pouf. Alors elle, direct, elle m'a bloqué, c'était fini quoi. Et tout le monde me dit qu'elle fait pareil avec tout le monde. Alors qu'elle est dans le bien, l'amour, tout ça, tu penses, quelqu'un qui refuse ne serait-ce qu'une critique. Si moi je devais pas discuter avec tous les gens qui me critiquent, je discuterais pas avec grand monde. Et puis d'autres, d'abord ils continuent à être un petit peu mielleux. Hein. T'es mon frère, t'es mon truc. Puis après quand paf, tout de suite ça part dans les tours. Hein. Moi, je sais que quand j'avais dénoncé Ashtar Sheran sur UAT, j'ai eu 300 membres qui sont partis. Mais quasiment tout de suite, quoi, en 24 heures, un truc de fou, quoi. Donc ça aussi, ils sont vraiment, comment on disait, il y avait une phrase pour les aborder. Je la retrouve plus. Quelque chose qui les résume bien. Ah oui, séduire. C'était, je sais plus qui disait ça, parce que le New Age mélange habilement spiritualité, ufologie, santé, politique, éveil, etc., etc. Et pour le néophyte ou même la personne avisée, il est très facile de tomber dans le piège, car leur programme est d'une limpidité étonnante. Comme tu disais, il n'y a pas que des rigolos. Et donc, le programme, il est simple, séduire les arrivants et détruire les opposants par tous les moyens. Ah, c'est exactement ça. C'est extraordinaire. Ben voilà, tu as résumé. Tu vois, cette phrase-là, c'est ça. C'est séduire les arrivants et détruire les opposants. C'est exactement ça. Donc, quand tu fais, quand on dénonce en fait tous ces gens-là, on est tout de suite catalogué comme étant la personne à abattre et on est blacklisté. Et je sais de quoi je parle, puisque même si ça fait 17 ans que je suis dans ce milieu, que je suis une observatrice et que tu as pu comprendre que je n'avais pas peur de dénoncer ce que je considérais comme ignoble, je me suis pas fait des amis. Voilà. Je ne me suis pas fait des amis et c'est pas grave, je cherche pas à avoir des amis qui sont dans le vol, dans le dol, dans la tricherie et la tromperie, des gens qui s'inventent des faux profils, des faux parcours, qui ne sont pas du tout dans le partage et qui sont au contraire dans le copiage. Ça, la plagiat, c'est leur maître mot. Les surfeurs de mode également. C'est pour ça que je te dis, le parcours du thérapeute te parle de lui. Quand tu regardes le parcours du thérapeute et qu'il est calqué à la mode, c'est qu'il y a un souci. Moi, comme je dis souvent en rigolant, je faisais du féminin sacré, ce qu'on appelle aujourd'hui féminin sacré, mais moi, j'avais mis en place un principe qui s'appelle de l'arbre psychogénécologique. Donc, c'est la psychogénéalogie, mais bon, ça, c'est autre chose. De la psychogénéalogie au féminin sacré, c'est quelque chose que j'ai mis en place, c'est développé en 98. On est en 2017. Et en 2027, je te prie de croire que je continuerai de le faire. Certes, j'évoluerai, mais je resterai dans mon axe. Parce que lire la matrice des hommes et des femmes et les aider à développer ce qu'ils sont, ça fait partie de moi. En 2012, tu ne m'as pas vu faire, avant 2012, les apocalyptiques 2012. Ça aussi, les gens n'en parlent pas. Ah, tu as vu ta tête, hein? Tu sais que dans la région où nous habitons, au Bugarache, nous avons quand même eu des personnes qui vendaient, s'il te plaît, des passeports intergalactiques. Et je te jure, des passeports intergalactiques. Non mais, sérieux, comment il faut être en désarroi pour vraiment le croire?
Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, le 21 décembre 2012, c'était censé être donc la fin du calendrier Maya, donc la fin du monde, sauf, alors je sais pas pourquoi, d'où c'est venu cette histoire, sauf chez toi, là, chez Bougarache, près de Bougarache, ça allait être sauvé Ouais. par le pape Sylvain Durif, attention. Ouais, ça aussi. Bon, et là aussi, à l'époque, nous avions été sollicités par les médias qui nous appelaient pour des prétextes. Les médias, entre guillemets, merdias, d'accord? Je ne parle pas des médias comme toi, médias dans le sens Antoine, station, tu vois, miasme. Je ne parle pas des gens comme vous qui avez cette conscience ou qui êtes dans cette dynamique de vraiment enquêter, chercher et compagnie. Avec Emmerich, on s'est rendu compte en 2012 que les merdias nous appelaient et nous disaient la chose suivante. Oui, bonjour, nous sommes en fait à la recherche de thérapeutes qui proposent des thérapies quantiques et votre profil nous intéresse, on voudrait vous interviewer. Et puis comme moi j'avais senti le piège, tu sais ce que je leur répondais en début décembre, je leur disais écoutez, pas de souci, là on est occupé, ça va être Noël, donc rappelez-moi en janvier. Là, il y avait un malaise parce qu'ils me répondaient non, mais c'est maintenant qu'on veut vous interviewer. Après le 21, il y aura le 22. Après le 22, il y aura le 23. Donc, on va gentiment s'appeler en janvier. Et si vraiment vous voulez faire une émission sur les médecines quantiques, vous saurez nous trouver. Donc, finalement, ils voyaient que ça ne marchait pas de ce côté. Et ils me posaient la seule question qui les intéressait, c'est est-ce que vous comptez être au pied de la montagne ? Et moi, je leur répondais de façon très pragmatique. Au pied de la montagne, 21 décembre, ça veut dire qu'il va faire au moins -5. Tu me connais, j'aime pas le froid. Donc, non, je ne serai pas au pied de la montagne, je serai près de ma cheminée, de mon petit bois de feu tranquille, avec mes enfants, et puis on va vivre Noël, voilà. Et c'est ce qu'on a fait, hein. On n'a pas été au pied de la montagne, parce que, comme je te le dis, quand il y a ce qu'on appelle des portails énergétiques, donc c'est-à-dire des alignements de la planète avec d'autres planètes, etc., et qu'il y a des vibrations qui s'élèvent et que l'on ressent, que tu sois dans ta maison, que tu sois au Mont Saint-Odile, hein, ou que tu sois au Mont Bugarache, c'est exactement pareil. Tu es chez toi, le travail se fait chez toi, tu reçois ce que tu as à recevoir. Tu n'as pas besoin de te coller à une montagne, c'est risible. Et si on doit vivre une apocalypse de toi à moi, bon, l'apocalypse, ça veut dire les changements, donc on n'a pas besoin de se coller à une montagne pour être sauvé. En plus, quand tu sais qu'en haut de la montagne, c'est tellement petit qu'en fait, on ne peut être que 4 ou 5 debout, je te dis pas, il n'y a pas vraiment beaucoup qui pourraient être tout en haut, debout, en attendant je ne sais quoi qui pourrait arriver. Donc, pourquoi je te parlais du 21 décembre? Parce que bon, ok, tu as parlé de notre célébrité locale, voilà, mais au-delà de ça, et c'est là où je pense, et j'ai vraiment beaucoup de compassion pour tous les gens qui ont vraiment cru tous ces mensonges, je pense à tous ces stages qui se sont faits. Et ça, français ou américains. Parce que le monde entier. Les survivalistes, je dois vivre 2012, et ça s'est fait avant, hein, où tu dois faire pendant 3 ans des stages de préparation à l'énergie de 2012. Je trouve ça assez ahurissant qu'aujourd'hui, en 2017, ces escrocs soient toujours en action. Hein? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. J'arrête pas de le dire sur UAT. Purée, vous avez été parce que ils ont compris le truc, hein, donc ils mettent une fin du monde, rapidement. Donc la dernière, c'était le 23 septembre 2017. Il devait y avoir une fin du monde. Donc, ils en mettent souvent. Et ben comme ça, les gens venez, donnez-moi de l'argent, je vais vous sauver parce que seuls ceux qui seront ascensionnés pourront s'en sortir. Sauf que principe taoïste, c'est l'ascension, c'est ancrage, cœur ouvert, tête dans les étoiles. Encore une fois, un arbre. Vous avez déjà vu un arbre qui a des racines petites et qui arrive à toucher le ciel? Les arbres qui sont les plus grands, les plus majestueux, ont des racines saines qui vont profondément à la terre. Donc, les gens, il faut qu'ils comprennent leurs problématiques. Ceux qui ont peur de l'ancrage, c'est pas parce que ancrage, ça rime avec crassage ou que sais-je encore, que ça veut dire que, oh mon Dieu, s'ils vont s'ancrer, ils vont perdre des aptitudes. Non. Si vous vous ancrez, vous ne devenez plus victime du bas astral parce que vous ne pouvez pas être comme un ballon dans les, tu sais, un ballon que tu lâches dans l'air et qui va voler au gré du vent. C'est exactement ça. Arrêtez avec ça. Arrêtez de chercher des informations avec des thérapeutes qui n'en sont pas. Demandez leur parcours. Et s'il y a sexualité et qu'il y a fidélisation,
inquiétez-vous. Ensuite, est-ce que le thérapeute voit en vous un thérapeute alors que vous n'avez même pas de parcours thérapeutique? Ça aussi, c'est inquiétant. Tu vois ce que je veux dire? Il y a le New Age, c'est vraiment un faites attention, soyez vigilants, pas parano ni fermé, bien au contraire. Ne projetez pas, parce qu'avec Emmerich, des fois, tu sais, les gens, ils se font massacrer par des thérapeutes bidons. Hein, moi, je les appelle comme ça et j'assume. Et après, ils viennent te voir et ils te disent « Prouve-moi que toi, t'es bien ». Donc, limite, c'est nous qui payons parce que l'autre, en fait, l'a maltraité. Et je dis « Mais c'est pas normal. Pourquoi moi, je devrais te montrer patte blanche alors que tu viens me chercher et tu n'as pas été capable de faire le discernement en face de… avec… C'est pas normal, c'est pas cohérent. Donc oui, il n'y a pas de souci, je te montre mon parcours. Mais cette méfiance, vous devez pas l'avoir dès le départ, mais vous devez avoir la vigilance. Qui avez-vous en face de vous? Enquêtez. C'est pas parce qu'une web TV vous dit il est bien que ça lui donne, parce que tu sais comme moi que tu en as certaines où tu payes pour passer, et ça c'est vrai, et tu en as certaines, tu as des Mais attends, que tu payes ou que tu payes pas, ces web TV, aujourd'hui, elles ont un modèle, d'accord? C'est le modèle l'abonnement et c'est le modèle pub. Donc, elles ont besoin de nouvelles têtes souvent pour que les gens viennent, s'abonnent et cliquent et cliquent et cliquent et cliquent et cliquent et cliquent parce que ça donne de l'argent YouTube, d'accord? Donc, elles passent tout et n'importe quoi. Dans ce qu'elles passent, il y a du bon, il y a du très bon, il y a du très, 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 très mauvais aussi. Mais alors vraiment très mauvais, quoi. Ouais, je sais. Et moi, tu imagines mon choc. Quand par exemple, tu vois un thérapeute qui est un homme et qui va dire aux femmes, je vais vous accompagner pour comprendre vos mémoires ovariennes, là, ça me choque. Parce que, bon, on va être concret. C'est pas parce qu'il a des rapports sexuels avec une femme qui sait ce que ça veut dire que ressentir un ovaire droit qui te fait mal. Enfin, c'est comme si moi, demain, je faisais des stages de bon, alors les gars, je vais vous expliquer comment vibrer dans vos gonades. Enfin, ça te fait rire. Mais merde, quoi, à un moment donné, cohérence, les gens. Désolée pour la vulgarité du terme, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a des aberrations dans ce New Age qui en fait, enlèvent le crédit et le sérieux des vrais thérapeutes. Tu viens de donner une idée à ta thérapeute sexagénaire, là, je pense. Ouais, t'as vu, c'est exactement ça. Non, mais tu vois, et celui-là, il n'est pas sexagénaire, celui auquel je pense. Hein. Celui dont je t'ai parlé, qui a fait l'ascension promotion en passant de femme en femme pour l'amener là où il est aujourd'hui. En 3 ans. En 3 ans, il est devenu une référence. Alors que ce monsieur n'a absolument pas de parcours. Et moi, ça, je ne trouve pas ça normal. Il faut être cohérent. Il faut être logique. Il faut être observateur de ce qu'on vous dit. Hein. Observez, enquêtez et écoutez votre discernement. Et puis encore une fois, la sexualité n'est pas une voie de guérison en sens où on l'entend en Occident. Le tantra, par exemple, te dit que on parle de guérison par la sexualité dans le tantra. Prenons un exemple. Tu le sais comme moi que le tantra d'aujourd'hui, malheureusement, c'est beaucoup de fornication. Et c'est pour moi, c'est aberrant. Par contre, ce qui m'a été rapporté, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un tantrika qui est dans le tantra depuis 35 ans. Il m'a été raconté que le tantra, c'est l'art de guérir la sexualité, attention, ça va surprendre, sans le toucher. Le vrai tantra, on ne touche pas. Hein. On ne touche pas. On ne touche pas, on est même habillé d'ailleurs, je tiens encore. Habillé, bien sûr, habillé. On est habillé, on est assis l'un en face de l'autre, à une certaine distance saine qui fait qu'il n'y a même pas de rapprochement physique. Assez loin, oui. Tu vois? Et aujourd'hui, le tantra d'aujourd'hui, ben, malheureusement, il s'est transformé en quelque chose qui est à des années-lumière de ce qu'il est réellement dans son essence. Mais évidemment, bien sûr, bien sûr. C'est incompréhensible pour moi de me dire, mais c'est pas possible. C'est comme le travail sur le féminin. Tu n'es pas obligé de passer par le dénuement et de regarder, sauf si tu es gynécologue, l'entrejambe des femmes. Même quand tu es une femme, des stages de… Il faut être cohérent. Les processus thérapeutiques que vous suivez doivent répondre à des critères logiques, cohérents. Ça, c'est important. Si on vous demande d'être nu alors que ça n'a pas à le faire, vous n'avez pas à le faire. Si on vous dit que vous devez passer par un rapport sexuel, hors de question. Sauf voilà,
je dis sauf voilà dans le sens où c'est parce que vous avez envie de le vivre. Mais encore une fois, je ne c'est pas le but, quoi. Exactement. C'est pas le cadre. Moi, tu vois, je me dis toujours que quand un thérapeute tombe amoureux de sa patiente, ça peut arriver. À ce moment-là, ouais, mais tu sais, je l'ai vu. À ce moment-là, il devrait avoir l'éthique d'arrêter d'être son thérapeute. Attendre quelques mois d'attente. Pourquoi quelques mois d'attente? Parce que la personne qui vient te voir, la femme, qui va voir un thérapeute qui a un certain magnétisme, elle est subjuguée, tu es d'accord? Elle se remet à ce thérapeute, elle a toute confiance en lui, elle le voit comme son héros, son sauveur. Regarde, toi, quand tous les messages que tu reçois des femmes qui voient en toi, oh, Silvano, Silvano, Silvano. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comme ces femmes, elles sont en détresse, elles sont dans une dynamique qui, entre guillemets, c'est très facile finalement pour un homme de tomber dans l'attitude du gourou s'il n'est pas vigilant. Parce qu'il y a aussi l'homme qui va chercher ces femmes, comme ce fameux Italien qui a profité de cette femme, mais il y a aussi ces femmes qui sont en surdemande et qui sont dans une telle détresse qu'elles demandent, qu'elles mélangent tout. Donc le thérapeute, s'il sent qu'il a vraiment en tant qu'homme un attrait pour cette femme, la chose qu'il devrait mettre en place, c'est de lui dire, écoute, là je ne peux plus être ton thérapeute, je ne peux plus te suivre, on va se prendre 2-3 mois de off, comme ça il y a une distance émotionnelle entre nous deux, et ensuite dans 3 mois on se revoit et on voit si en tant qu'homme et femme, il y a toujours cet attrait qui est là. Et tu as combien de thérapeutes qui prennent le temps de faire ça? Non, aucun. On est d'accord. Ou quasiment peu. Ouais, quasiment peu. On ne va pas dire aucun, parce qu'évidemment, je les connais. Voilà, on ne les connaît pas tous, tu vois. Donc, mais très peu. Voilà. Et pour confirmer tes propos, j'avais trouvé que tomber amoureuse d'un chaman est une entreprise risquée. L'hiver dernier, une poignée de femmes vivant à Montréal, au Canada, ont brutalement compris qu'elles avaient fait partie d'une sorte de harem, toutes bernées par les yeux bleus et les cheveux longs d'un faux guide spirituel. Loin de s'entre-déchirer, certaines se sont liguées pour faire enquête, et ce qu'elles ont découvert les a sidérées. Leur supposé chaman a séjourné 6 mois en prison, tu vois, donc si elles avaient un petit peu occupé avant, il leur a menti sur ses liens de parenté, et il s'est mis des autochtonados en empochant l'argent qui ne lui était pas destiné. Pire encore, avant de se faire payer pour purifier des maisons, il les cambriolait, d'accord? En marge, il multipliait les conquêtes, puis vivait à leur crochet, sous prétexte que sa quête spirituelle ne lui laissait aucun répit. Il a déjà déjeuné chez une fille. Alors, déjeuner au Canada, c'est petit déjeuner, déjeuner chez une deuxième et dîner chez une troisième. Tu vois? Ouais, je vois très bien. La vie. Et donc, quand il y en a une qui a compris ça, elle a changé des serrures, mais elle n'arrive plus à dormir, elle tremble, elle se sent violée dans son âme et ses rêves, parce qu'elle a été trompée, bermée, quoi. Donc, des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Nous, on est là avec Amel pour vous aider. Si vous avez des doutes, si vous voulez faire quelque chose, écrivez-nous, on vous donnera les noms, on vous dira si c'est bien, si c'est pas bien. On n'a rien à y gagner, on s'en fout complètement. Comme ma web TV, c'est une émission qui va passer sans pub. Comme ça, on ne pourra pas dire que je gagne 1,50 € grâce à YouTube sur votre visionnage. Je ne mets pas de pub, c'est fait exprès parce que je n'ai pas envie qu'on me le reproche. Moi, j'invite des gens bien sains. Je ne peux pas faire 12 milliards d'émissions par semaine, j'ai pas le temps. J'essaye d'en faire une, c'est vraiment le maximum du maximum que je puisse faire. J'ai plein de demandes pour passer sur Face à Face, je tiens à le dire. Mais si j'ai déjà eu des histoires, mais alors extraordinaires qui m'ont été racontées, qui feraient le bonheur de certaines chaînes. Mais moi, j'ai besoin d'enquêter, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de connaître les gens avant qu'ils passent. Et j'ai besoin, certaines fois, quand de les rencontrer. Et donc, voilà. Vous attendez pas à avoir 12 milliards de visages sur Face à Face avec des histoires à dormir debout. C'est exactement ça. Voilà. Ben, écoute Amel, je pense qu'on a fait encore une super émission. C'était un vrai bonheur de discuter avec toi, comme d'habitude. Pareillement. Le plaisir est partagé. Donc, notre message de fin, c'est soyez vigilants et sur vos gardes, enquêtez, ne vous laissez pas tripoter, ne vous laissez pas toucher. Moi, quand je vais chez ma magnétiseuse, je suis habillé et elle ne me touche pas et elle me fait un bien fou. C'est ça.
C'est ça. Vigilance. Vigilance, enquête et surtout, pas de sexualité là où ça n'a pas d'affaire à y faire. Hein. Et puis, attention à y faire nulle part. Ça à y faire nulle part. Ça n'a pas à y faire. Et c'est pareil. Et la fidélisation non plus. Tu sais, le thérapeute qui te dit, tu dois faire ci avec moi, voyager là, faire ceci. Tu peux... Fuyez tout de suite. Fuyez immédiatement. Le thérapeute ne doit pas prendre de pouvoir sur vous. Et le thérapeute doit, entre guillemets, vous donner les outils pour que vous puissiez avancer au mieux dans votre vie. Voilà. Ça, c'est un bon résumé. Votre thérapeute, c'est 50-50, quoi. C'est-à-dire, c'est un échange entre vous, ce que vous ressentez, et lui. Il ne doit pas avoir de pouvoir sur vous. Je pense qu'il peut laisser le mot de la fin là-dessus. Bye bye. Hein? Ben, merci Amel. À une prochaine sur un autre thème, sujet. Exact. Allez, merci. Bye bye à tous. Ciao.